Bonjour à tous ou bonsoir à tous, merci d'être là. Je m'appelle Laurent Sébarek et je travaille au sein de Monster.fr, comme vous pouvez le constater. Je m'occupe des relations écoles pour Monster, donc si vous avez besoin de quelque chose, puisque vous faites partie des écoles, vous pouvez me contacter ou contacter Monster afin qu'on puisse vous aider. L'idée c'est ça. Vous recherchez peut-être actuellement des stages ou pour certains une alternance ou un emploi. Notre site, depuis maintenant 20 ans aux États-Unis, 15 ans en France, est spécialisé dans la mise en relation des personnes et des opportunités de carrière. En gros, des stages, des emplois et tout ce qui va avec. On a établi aussi pas mal de ressources pour les personnes qui recherchent donc des opportunités de carrière. Tout ça est en ligne, aussi bien en français qu'en anglais, des vidéos. Par la suite, par l'intermédiaire de votre école, je vous transmettrai des liens vers des vidéos, des liens vers des documentations qui pourront alimenter votre réflexion sur la recherche d'un stage, premièrement, et pourquoi pas d'un emploi. L'idée aujourd'hui, c'est de parler effectivement de la recherche. Donc, comment réussir un CV, comment réussir un entretien, et on va le faire de manière assez ludique. Je vais parler, certes, mais vous allez surtout pouvoir m'interpeller, me poser des questions. N'hésitez pas à m'en poser. On va essayer quand même d'avoir un ordre du jour qui sera... Au départ, je vais parler un peu, pas beaucoup, mais un peu, pour introduire tout ça. Et ensuite, vous me poserez les questions pour que je puisse démystifier certaines choses, vous dire un peu comment les recruteurs perçoivent les choses, et vous rassurer peut-être sur tout ce jeu. Parce que finalement, ça doit rester ludique, ça doit rester amusant. Donc voilà le propos d'aujourd'hui. Déjà, merci beaucoup donc, de m'accueillir. Je vous ai déjà dit comment je m'appelais, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Monster, peut-être que vous connaissez. C'est le leader aujourd'hui dans le monde du recrutement en ligne, tout simplement. Avec à la part un site qui est américain, qui a été créé en 1994. Donc 20 ans, pile poil. Peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, ont ce bel âge. Profitez-en. Est-ce que certains d'entre vous cherchent encore un stage actuellement? Ou ont déjà cherché? Super. Super. Dans quel domaine? Non, c'est une blague. Donc je vous invite à me poser toutes vos questions là-dessus pour que je puisse vous aider. Et pourquoi pas regarder le site pour voir s'il y a certaines choses qui peuvent vous correspondre. On va commencer avec au départ donc l'agenda. Les points clés du CV. Pour moi, vous allez dire, je fais ça tout le temps, et en plus parce que je fais moi-même mon CV régulièrement. Pourtant, le CV, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Par contre, on met plus facilement à jour son profil, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, ou sur LinkedIn, par exemple, ou même vidéo. Donc, le CV, finalement, on le fait à un moment donné, pas forcément dans un but qui est aujourd'hui celui qu'on devrait avoir. Et je vais vous expliquer ça. La première chose pour réussir son CV, c'est avoir confiance en soi. C'est facile à dire, mais peu de gens, finalement, retranscrivent cette confiance en eux dans ce qu'ils présentent. Que ce soit un CV, d'ailleurs, ou un projet. Savoir se valoriser. Très important. Et vous allez me dire, mais comment je peux me valoriser dans un CV? Je vais vous l'expliquer. Être compréhensible. Vous allez me dire, mais le CV, c'est une liste, donc forcément, c'est compréhensible. C'est pas si évident que ça, notamment pour vous. Parce que les personnes qui lisent vos CV ne sont pas forcément des professionnels des technologies que vous employez. Ensuite, réussir son entretien de recrutement. Le recruteur, c'est avant tout votre allié. Si vous arrivez à un entretien de recrutement, c'est que forcément, il a décelé chez vous quelque chose d'intéressant. Donc, il est votre allié. Il est là pour vérifier qu'il a bien la personne qu'il a escompté recevoir. Mettez en scène votre histoire. En gros, faites du storytelling. Je ne sais pas si ça vous parle plus si je le dis comme ça. Mais n'hésitez pas à mettre en scène votre histoire. C'est-à-dire que j'ai vendu au marché, ça peut être j'ai négocié, j'ai appris à gérer des stocks, j'ai appris à avoir un contact avec des clients. C'est totalement différent de dire j'ai vendu au marché. Lors de l'entretien, voilà comment on peut déjà valoriser. Ensuite, présenter ses réalisations. Vous travaillez dans des choses, aujourd'hui, des technologies, avec des projets que vous allez réaliser à l'école ou que vous allez réaliser en dehors, dans les stages. Vous pouvez très bien présenter vos projets. Vous allez me dire, mais comment? Tout le monde peut avoir, j'espère, une tablette, un ordinateur en tout cas, et venir lors de l'entretien en disant, voilà, j'ai fait ça. Voilà comment je l'ai fait. C'est encore plus intéressant et c'est encore plus valorisant. Là, vous mettez vraiment en scène votre histoire. Et puis ensuite, intéressez-vous à l'entreprise et à son fonctionnement. Bien sûr, si il s'intéresse à vous et en quelque sorte il vous flatte, n'hésitez pas à le flatter. C'est un jeu. Bien sûr,
si vous les avez choisis, entre guillemets, bien sûr, ils vous ont reçu, parce que c'était la xème fois que vous postuliez peut-être à un stage, mais ayez au moins la bonne idée de vous intéresser à eux, parce qu'ils s'en rendront compte qu'ils sont la énième entreprise que vous contactez. Et vu que vous voulez partir avec un stage, mettez toutes les chances de votre côté, intéressez-vous à eux. Pas non plus de manière totalement disproportionnée, mais au moins, valorisez-les, posez-leur des questions. Parce que ça, c'est quelque chose qui va créer la différence. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de parler de ces sujets. Je vais vous présenter quelque chose d'exceptionnel. Et j'insiste sur le mot exceptionnel. Peu de gens l'ont vu. Ça date d'il y a très longtemps. C'est une pièce d'histoire de l'Internet. Voilà à quoi ressemblait la homepage en 96 du premier job board au monde. Ça, c'est au musée. Donc je me suis dit que pour vous, qui travaillez dans les technologies numériques, ou du moins qui allez y travailler, c'est intéressant de voir ce qui se passait avant. Vous voyez, en termes de design, on est dans du flat, on est dans des choses vraiment super sympas. Pourquoi ça s'appelle Monster pour l'histoire? C'est parce que la personne qui l'a créé s'est dit « I've got a monster idea ». Tout simplement. C'est pour ça qu'on ne s'appelle pas job quelque chose, emploi quelque chose. Donc on va arriver sur les guides des conseils et carrières. On a édité quelque chose, donc que je vous laisserai ensuite. Mais je ne vais pas m'attarder sur tous les slides que j'ai amenés. Je vais revenir sur ce slide et m'attarder sur chaque point. Et ensuite, on pourra en débattre. Le guide, vous l'aurez après. Je ne veux pas que vous passiez votre temps à lire et que vous perdiez du temps. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse démystifier certaines choses. D'autres ateliers suivront, par groupe ou individuel. On pourra travailler encore plus sur la manière de fonctionner et de bien réaliser les choses dans le CV et dans l'entretien. Avoir confiance en soi. C'est quelque chose qui est simple, qu'on entend tous, que nos parents nous répètent, mais qui est compliqué à faire. Ça veut dire quoi avoir confiance en soi? Ça veut dire que quand je vais me présenter quelque part, quand je vais parler avec quelqu'un, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, et donc je n'ai pas à douter de ce que je suis. Pour vous, c'est encore plus simple. Vous êtes dans une école aujourd'hui qui est l'école qui buzz le plus. Tout le monde veut vous rencontrer. Tout le monde veut venir ici. HEC est venu ici. HEC. Pas tout le monde qui rencontre HEC. Je vous avouerai, moi je les ai toujours pas rencontrés. Donc, vous voyez. Et rien que ça, ça peut aider sur votre confiance. Ça ne veut pas dire qu'il faut être imbu de soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut être arrogant. Ça veut juste dire que si vous prenez un peu de recul, vous avez fait des choix qui vous ont emmené ici et qui vous permettent de vous valoriser. Vous avez choisi un domaine, l'informatique. Un domaine où effectivement on recrute beaucoup de personnes. Vous avez choisi des technologies. Ces technologies, ce sont celles qui vont être les plus utilisées prochainement. Vous allez répondre à une demande qui est pénurique. Encore plus de chances de vous valoriser. Vous êtes dans une école aujourd'hui qui a un mode de sélection qui est totalement innovant, qui est créé par quelqu'un qui est, on va dire aujourd'hui, emblématique du net au niveau presque mondial. Vous avez beaucoup de choses pour vous valoriser. Mais ce qui vous valorise le plus, c'est vous. C'est vous qui avez fait le choix. C'est vous qui êtes important. Parce que, au-delà de l'aspect académique, au-delà de l'aspect scolaire, la différence, elle se fait avec vous. De tout ce que vous allez mettre dans vos travaux, dans votre manière d'apprendre, dans votre manière de vous présenter. C'est pour ça que la somme de ces choix, le choix du domaine, le choix de l'école, le choix des technologies, le choix d'être là déjà aujourd'hui, c'est des choses pour lesquelles vous devez vous faire confiance et vous dire que vous avez une valeur. C'est très très important. Vous avez une valeur. Et vous avez d'autant plus une valeur que d'autres viennent saluer cette valeur. Le fait que Monster s'intéresse à vous, le fait que HEC s'intéresse à vous, ça montre que vous, en tant qu'individu, vous êtes intéressant. Le fait que les recruteurs pensent déjà à vous, ça veut dire que vous êtes intéressant. Ne doutez pas de cette valeur. Vous avez tous les moyens aujourd'hui pour vous dire que tous les choix qui vous ont conduit ici sont non seulement des bons choix, mais vous permettent de vous dire que là, votre soi, vous devez avoir confiance en lui. Est-ce que ça vous semble pour l'instant clair? Alors j'en parle comme ça, j'insiste, mais c'est primordial. Pourquoi? Un CV, ça sert à une chose. Certains vous diront à vous vendre. Non, le CV sert à arriver à l'entretien. Alors vous allez me dire, l'entretien, c'est une vente. Oui, moi aussi je suis commercial. Mais le CV sert avant tout à passer cette première étape, arriver à l'entretien. Ce n'est pas une liste. Ce n'est pas une liste. Certains, tout à l'heure je parlais avec Jules, il me disait, moi on m'a conseillé de faire des listes de compétences. C'est bien.
Mais quand on va devoir le présenter, est-ce que je suis censé présenter toute ma liste de shopping, toute ma liste de la Redoute? Non. Je suis censé présenter moi et être à l'aise avec ça. C'est pour ça que je dois avoir confiance en moi pour pouvoir présenter quelque chose qui va me ressembler et que je vais pouvoir raconter. Le CV ne sert qu'à ça, se mettre en valeur pour pouvoir se mettre en avant de façon cohérente, posée et faire en sorte de créer des différences. Donc, quand je vais créer mon CV, je ne vais pas faire de liste. Je vais penser à la manière dont je veux me présenter, à la manière dont je veux me mettre en avant lors de l'entretien. C'est ça que je dois avoir en tête. Uniquement ça. Je veux travailler chez, Free. Qu'est-ce que je peux mettre en avant de moi? Comment je dois me présenter justement pour obtenir cet entretien chez Free? Tout en étant moi-même, sans me dénaturer, parce que si on me recrute au final, c'est parce que je suis justement moi. Et pas simplement parce que j'ai des compétences technologiques. Mais vous voyez, cette histoire de confiance en soi, elle vient tout de suite en première notion, parce que dans le CV, je dois être capable de me présenter et de raconter mon histoire. Parce que ce n'est pas l'histoire de Laurent, c'est pas l'histoire de Jacques ou de Mamadou, peu importe comment il s'appelle, mais c'est votre histoire. Et c'est votre envie de vous mettre en avant pour créer la différence. Savoir se valoriser, c'est ça. Je ne fais pas de liste. Je peux parler de mes compétences technologiques, je peux parler de ce que je suis en train d'apprendre, des projets que je vais mettre en œuvre ou que je mets en œuvre, de mes réalisations passées, du fait que j'ai été vendeur sur un marché, parce que même le métier le plus insignifiant vous a appris des choses. Le tout, c'est de se rappeler et de prendre du recul et de trouver dans certaines expériences ce qui était intéressant. Vendeur de légumes, vous allez me dire, mais j'aurais jamais pensé à trouver un truc intéressant. Serveur, mais serveur, c'est génial. Moi, j'étais pompiste. Raconter à quelqu'un qu'après tous mes matchs de basket, j'allais faire 22h, 6h du matin pour gagner mon argent pour payer mes études, c'est totalement différent de dire que j'ai été pompiste. Et que j'avais la responsabilité toute la nuit d'une station-service. Vous voyez, c'est différent. C'est pas pompiste. Donc serveur, je laisse imaginer ce qu'on peut faire avec. Tout a une valeur. Tout peut être mis en avant. Tout peut être valorisé. Je dis pas qu'on doit raconter n'importe quoi. Je dis juste qu'on doit prendre le temps d'analyser des expériences pour savoir les mettre en avant en étant cohérent. Cohérent avec soi-même, parce que ça doit nous représenter, mais aussi pour nous mettre en avant. Ça veut dire que quand je vais écrire mon CV, on va dire en gros ici, en haut à droite, mon nom, prénom. Si vous avez des enfants, faites-vous plaisir. Et puis après, pourquoi pas, dans une logique graphique, on va équilibrer, on va mettre une photo. Mais sachez que c'est pas obligatoire et que c'est même discriminatoire. On n'est pas obligé de vous la demander. Et puis ici, vous pouvez très bien lister des compétences, puisqu'on est dans un domaine technologique. Donc vous pouvez lister toutes les technos que vous avez déjà en acquisition. Pourquoi pas. Pensez aussi que le CV, si vous êtes sur des moteurs de recherche, il a cette logique d'indexation. Donc plus vous répétez certaines compétences, plus il va ressortir facilement en fonction des recherches des recruteurs. C'est très très important. Donc ensuite, ce que je veux dire, c'est que vous allez mettre votre première expérience de manière synthétique. Je sais pas moi, développeur Java, donc ce que vous avez fait. Mais surtout, ce qui va être intéressant, comme vous êtes en formation, c'est dire ce que ça vous a permis d'acquérir de manière très succincte. Qu'est-ce que ça m'a permis d'acquérir, cette expérience de stagiaire dans le développement Java? Aussi bien en termes technologiques qu'en termes de compétences et on va dire, de notions humaines. On parle beaucoup de soft skills en ce moment. Pardon, capacité à travailler en groupe, capacité à gérer la pression. Tout ce qui peut être de cet ordre-là est intéressant. Ça vous valorise. Et tout de suite, pour vous, dans votre plan, vous savez que quand vous allez parler de cette expérience, c'est cette partie que vous voulez mettre en avant. Et chaque expérience doit vous permettre de mettre en avant différentes compétences et technologiques et soft skills, j'insiste, qui sont autant d'arguments pour que vous soyez celui qu'on va prendre. Enfin, sortir de la pile pour aller en entretien, déjà dans un premier temps. Donc ça, c'est savoir se valoriser. C'est pas compliqué, mais ça prend du temps. Et c'est assez intéressant parce que ça fait un travail sur soi qui permet vraiment d'aller au-delà de la simple liste. Et je vous invite vraiment à oublier cette histoire de liste et à penser tout de suite présentation. Limite, faites un PowerPoint. Faites un PowerPoint, puisque c'est la grande maladie du siècle. Faites un PowerPoint et synthétisez-le pour que ce soit tout de suite straight to the point et que ça vous amène sur quelque chose qui vous représente beaucoup plus naturellement que la simple liste. Être compréhensible. Finalement, c'est un peu ce que je disais avec le PowerPoint.
c'est être compréhensible, ça veut dire que les gens qui vous lisent ne sont pas forcément les patrons des business units. Ils ne sont pas forcément des gens qui connaissent la technologie. Moi, j'y connais à peu près rien. Mais je peux très bien regarder le CV d'un stagiaire. Il faut que je puisse comprendre. Donc, quand je vais regarder le CV, je veux savoir de quoi ça parle. Donc, en titre ou en chapeau, je dois savoir que vous cherchez un stage, la période, et quel type de stage. Super important. Ou si vous cherchez un emploi, je cherche un boulot de consultant ou de développeur, je dois le savoir. Dès le départ, je dois le savoir. Quelque chose que je n'ai pas dit qui est très très important, un recruteur regarde un CV en moyenne 90 secondes. 90 secondes. Vous allez me dire, ah bah je fais tout ça pour rien. 5 ? Oh, qu'est-ce qu'on peut faire en 5 secondes? Si, mettre un buzzer beater. Ouais. Alors, je ne vais pas dire non, parce que je pense vraiment qu'on est quand même dans les 90 secondes. Après, enfin, les premières secondes en général, que ce soit le CV, que ce soit l'entretien, sont toujours fondamentales. C'est-à-dire que l'aspect, effectivement, pendant les 5 secondes est très important. En gros, dites-vous bien qu'ils ont à peu près, je sais pas, minimum 100 CV à lire. Ils ne vont pas s'attarder sur les 100 CV de manière aussi longue pour chacun. Donc, c'est lu en biais, de manière très rapide. Donc, forcément, il faut être compréhensible. On peut jouer sur différentes choses, l'aspect graphique. Il n'y a pas de règle. On peut faire effectivement des choses qui sont très basiques. On peut faire des choses qui sont plutôt complexes. À vous de voir. Voyez que ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Moi, je ne vais pas vous dire il faut absolument tel format. Ça ne veut rien dire. J'ai vu beaucoup de CV. Tous peuvent être très bien. L'important, c'est qu'ils vous correspondent. Vraiment. S'il y a une chose que vous devez retenir, votre CV doit vous correspondre et vous permettre de vous raconter de manière la plus facile, la plus naturelle possible. On ne doit pas vous bloquer sur vous. Si je vous pose une question sur ce que vous faites, vous ne devriez pas avoir d'hésitation. C'est ça que je veux dire. Donc, si vous avez mis un stage de 3e, faites-moi plaisir. Faites qu'il soit vraiment intéressant. Ça n'intéresse personne, le stage de 3e. Je le dis, on va dire méchamment, mais si votre stage de 3e n'a aucun rapport avec ce que vous faites aujourd'hui, vous n'a pas permis d'acquérir des soft skills intéressantes, n'en parlez pas. Ça sert à quoi? Pour les 5 secondes, à vérifier. Mais ça me semble intéressant comme approche. Ah, c'est à moi de le faire? Moi, je pense que c'est plutôt à vous de le faire. Mais justement, c'est ça, faites l'exercice. Est-ce que quelqu'un, on va s'amuser, est-ce que quelqu'un pourrait essayer de me valoriser ça? Moi, j'ai une idée, j'ai déjà une piste. La pression. C'est pas un travail facile. C'est pas un travail facile, donc au moins il sait s'adapter. C'est votre expérience, vous ne devriez pas en rire. Si vous l'avez fait, c'est qu'il y avait une raison. C'est ça qu'il faut se dire. Pourquoi vous l'avez fait d'abord? Déjà, bon, c'est pas mal, mais sinon... Ah, c'est le fameux stage de 3e. D'accord, on va y revenir alors. Est-ce que... Très bien. Est-ce que quelqu'un pourrait me valoriser ces fameux... Alors, -5 et Sodo. Il y en avait 2 par main ou il n'y en avait qu'un seul? D'accord. Ne voyez aucun propos raciste dans ce que monsieur vient de dire. Qu'est-ce que quelqu'un veut tenter de me valoriser? C'est le super stage de 3e, parce qu'il était bien ce stage. Je vais d'abord donner la parole à monsieur, ensuite je reviens vers vous. Ça lui aura appris de la discipline et arriver à fonctionner, enfin à faire une tâche dans un univers, dans un environnement structuré. Voilà. C'est bien. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Moi je trouvais ça bien. Bon ben, grâce à qu'il a apporté des seaux, il lui a sûrement apporté des seaux à une personne. Alors ceci, ça a structuré, bon, ça a commencé à faire sa relation avec des clients. Alors grâce à ça, il peut donner un meilleur service à quelqu'un parce qu'il a déjà eu une expérience sur ça. Non mais ce qu'il dit est intéressant. Alors ce qu'il dit est intéressant. Après, c'est pas forcément tout de suite connexe avec les chevaux puisqu'il les amène aux chevaux. Par contre, c'est que quelqu'un vous l'a demandé. Et ça, c'est intéressant dans la notion de client. J'ai quelque chose d'autre, mais qui est un petit peu... donc imaginons ce monsieur, dans quelques années, je sais pas, il veut devenir chef de projet. Et donc il veut encadrer une équipe. Il a déjà fait, entre guillemets, la petite main. Donc il va savoir quoi demander à ses petites mains et pas leur demander des travaux trop compliqués. C'est intéressant. Moi, j'aime bien l'approche. Donc on a déjà trois personnes qui l'ont valorisé.
Une autre proposition, c'est de mettre en avant le milieu équestre que tu as l'air de connaître. Apparemment, tu as réussi à garder contact. Tu as été proactif dans ta recherche de stage. C'est pas papa qui t'a proposé ou qui l'a trouvé à ta place. Et puis, du coup, effectivement, je rebondissais sur l'opportunité de la petite main, c'est que tu sais trouver ta place un peu dans tous les milieux. Tu t'adaptes. Quelqu'un d'autre? Ah pardon, mademoiselle. Vous pouvez faire passer? Merci. Si j'ai bien compris, la portée des seaux, c'est ça? Oui, la portée des seaux. Moi, dans ça, ce que je vois, c'est que tu as été persévérant et tu as été endurant. Et ça peut être bien en entreprise. Ça prouve que. Alors, voilà. ça, on le sait pas, mais on le sous-entend. Enfin, Hein. faut avoir du cran, quoi. Je veux dire, ta portée. Enfin, c'est bête, hein, mais moi, j'ai déjà recruté des stagiaires. On ne dirait pas comme ça, mais j'en ai déjà recruté. Donc, bon, voilà, ça a l'air bête, mais faut extrapoler. Enfin, faut transposer ta compétence. Donc, tu as une compétence. Ça a l'air seulement physique et bête et méchant. Ça n'a pas l'air intellectuel, mais en fait, t'as été endurant, quoi. Enfin, je veux dire, t'as eu du cran, quoi. T'as pas eu froid aux yeux. Et si demain on te met en entreprise, bah, ils vont se dire, bon, bah, celui-là, je peux le mettre sur tel projet, même s'il a jamais fait, peut-être qu'il aura j'allais dire un gros mot, les trucs pour le faire. Voilà. Et sans oublier Voilà. qu'il faisait -5 dehors. Il faisait -5 dehors. Donc, Voilà. on est sur quelque chose d'intéressant. Faites-la passer à monsieur, on va faire tourner après. Merci. Donc, posez-le, si à moins que vous souhaitiez. Donc, il y a 4 personnes qui l'ont valorisé. Donc, j'ai plus rien à dire. Vous voyez? Donc, on a parlé du stage de 3e. Finalement, il a été intéressant. On a réussi à le valoriser. L'idée, c'est ça, hein, ce qu'a dit mademoiselle. Il faut réussir à prendre du recul, extrapoler et voir effectivement des choses qui nous permettent de nous mettre en avant. Après, c'est sûr, il ne faut pas rester bloqué sur le stage ou sur ce qui a été fait en tant que tel, mais tout de suite être en capacité de se dire, mais qu'est-ce que j'ai pu apprendre? Qu'est-ce que j'ai pu acquérir? Parce que justement, vous êtes en phase d'apprentissage et on ne va pas vous reprocher justement d'être en phase d'apprentissage. C'est plutôt ce qu'on recherche. C'est plutôt ce qu'on recherche. Donc du coup, montrer que vous savez démontrer que vous savez faire de l'extrapolation, prendre du recul et faire en sorte de mettre en avant les notions que vous allez acquérir, quel que soit le type d'expérience, c'est très valorisant. Ça veut dire que j'ai quelqu'un qui, en plus de ses compétences technologiques, a une capacité d'extraction, qui est très intéressante dans votre domaine. Capacité d'abstraction, génial. Juste génial. Donc, on en était à être compréhensible. Sur la partie CV, je dirais pas que c'est tout, mais une fois que vous avez compris ça, vous allez commencer à vous amuser et prendre du plaisir à faire cet exercice qui n'est pas un exercice amusant en soi. Mais sur ces 3 items-là, vous prendrez du plaisir. Et vous allez construire un CV plus efficace. Après, je ne rentre pas dans la forme en tant que telle. Comme je vous dis, il n'y a pas de forme. Et avec les ateliers suivants qu'on fera, comme je disais en groupe ou en individuel, on pourra rentrer plus dans le détail sur pas mal de sujets. Mais en tout cas, là, déjà, vous avez des clés. Pas de liste, chapeau avec un titre pour qu'on puisse savoir ce que vous souhaitez. Et surtout, prenez du recul pour faire ressortir les notions que vous avez pu acquérir, tant technologiques que, on va dire, comportementales, soft skills, etc. Est-ce que vous pouvez faire passer le micro, s'il vous plaît? On parle beaucoup du titre du CV, justement, on en a parlé aussi lors de l'autre conférence sur les CV. Au niveau du titre du CV, on avait dit lors de la dernière conférence qu'il fallait que ça exprime ce qu'on voulait faire. Vous êtes d'accord sur ce point ou Moi, je suis d'accord sur le point que votre CV, si vous le faites, c'est parce que vous souhaitez faire quelque chose. Il y a plusieurs types de CV. Je retiens 2. Le CV générique, je l'envoie. Et le CV ciblé, c'est-à-dire que je l'envoie à une entreprise, entre guillemets, qui m'offre l'opportunité que je souhaite avoir. Dans ce cas-là, effectivement, il est toujours mieux de le personnaliser et de mettre en titre ce qu'on souhaite faire. Pour l'autre, c'est toujours bien de l'indiquer, et notamment quand on cherche un stage, c'est important qu'on puisse tout de suite vous cibler. Je cherche un stage de juillet à septembre, durée 2 mois, dans tel département ou telle technologie. Ça permet vraiment de mieux vous situer et se dire, j'ai de la place peut-être dans cette équipe-là, j'ai de la place pour tel projet. Voilà, c'est vraiment important. Je pense qu'il ne faut pas négliger cette partie-là. Le titre, sans être, on va dire, l'élément principal, permet tout de suite que la lecture soit centrée. Parce qu'une fois que vous avez indiqué votre type de stage, ce que vous souhaitez, du moins avec ce titre, quand on va lire votre CV, on va le lire aussi par rapport à ce titre. Donc tout ce que vous allez mettre sera cohérent. Vous avez répondu ?
Oui, merci. On va aller maintenant sur la partie... À moins qu'il y ait une autre question, on pourra revenir sur le CV un peu plus tard. Il n'y a pas de souci. Donc si vous avez des questions, soit vous les posez maintenant, soit un petit peu plus tard, il n'y a pas de problème. Réussir son entretien de recrutement. Comme je disais, le CV ne sert qu'à arriver à l'entretien. Globalement, j'ai 60% de chance, si je suis à l'entretien, d'obtenir le poste. Globalement. C'est une statistique de commercial. Mais globalement, si on vous a choisi, si on vous a sorti du lot pour venir en entretien, c'est qu'on a repéré des choses chez vous qui sont intéressantes pour la structure en question. Donc, le recruteur, il est votre allié. Parce que lui, son intérêt, c'est de trouver les bonnes personnes. Si vous avez fait sortir de sa pile de CV, c'est pas pour rien. Lui, il n'est pas là pour perdre son temps. Très clairement. Le recruteur, c'est le premier commercial d'une société. Le premier. Parce que la première force d'une société, ce sont les gens qui travaillent pour elle. Donc, il a un objectif qui est déjà très dur pour pourvoir tous les postes. Et en plus, il faut que les personnes qu'il recrute correspondent au poste et à la culture de l'entreprise. Donc, il doit pouvoir, lui aussi, vous vendre quelque chose. Mais en attendant, c'est votre allié parce qu'il a besoin de vérifier, d'être sûr que ce qu'il y a dans votre CV qui lui a permis de vous fixer un rendez-vous, c'est bien ça. Et c'est là que ça devient intéressant dans la projection que nous avions tout à l'heure. J'ai construit mon CV pour arriver à cet entretien. Cet entretien, globalement, il va pas mal se passer. Lui, il a besoin de moi et moi, j'ai besoin de lui. On est quand même deux à vouloir la même chose. Enfin, il me semble. Donc, si on est deux à vouloir la même chose, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Après, bien sûr, il n'y a pas que vous. C'est une chose que j'ai oublié de vous dire. Lorsque vous postulez, lorsque vous faites une demande de stage ou d'emploi, je ne sais pas si vous avez ressenti ce phénomène, on a souvent l'impression qu'on est le seul à le faire. On est le seul au monde à avoir répondu à l'offre, et puis on se dit, mais ils ne me répondent pas. Bah oui, mais vous n'étiez pas tout seul en fait. C'est d'autant plus pour ça que votre CV doit être compréhensible, doit vous valoriser, et on doit sentir votre confiance en vous. L'entretien, il ne vient valider que ça. Vous allez me dire, mais moi ça me fait stresser. Qui ça fait stresser l'entretien ? Personne, génial. Si, quand même. Bon, pour ne pas stresser en entretien, il y a quelques petites méthodes. La première, on vous parlera de respiration. On vous parlera de respiration, beaucoup. beaucoup. Et puis aussi de création de routines. Créer des routines. En gros, j'arrive à l'entretien, si possible, je souris. C'est bête à dire, mais c'est comme au téléphone. Vous pouvez aussi avoir un entretien téléphonique, un entretien vidéo maintenant, donc souriez. Ça mange pas de pain, mais tout le monde ne le fait pas, et je vous assure qu'au téléphone, ça s'entend. C'est vraiment, ça s'entend. Vous allez me dire, c'est bizarre ce que vous me dites là, mais quelqu'un qui a le sourire au téléphone, c'est quelqu'un qu'on ressent mieux, et ça se sent dans le timbre de la voix. Donc, créer des routines. Créer des routines, c'est quoi ? Donc ce premier point, c'est sourire. Deuxième point, je tends la main. Je tends la main. Basique, donc je tends la main pour dire bonjour. Donc je suis aussi poli. Deuxièmement, j'attends pour qu'on m'invite à m'asseoir. Tout ça me permet de me cadrer, de me structurer et d'être en confiance par rapport à mon entretien. C'est pour ça que je dis que ce sont des routines. Et puis ensuite, quand je vais m'asseoir, je vais poser mon sac, peut-être marquer un petit temps d'arrêt, respirer tranquillement, on peut juste faire mais une petite respiration, voilà, agréable, histoire de s'oxygéner. Et puis ensuite, j'ai regardé la personne. Alors généralement, on est gêné de regarder les gens droit dans les yeux. Vous, c'est pas votre cas. Vous non plus, qui a du mal. Vous, c'est bon. Parfait. Chez 42, tout le monde regarde droit dans les yeux. Ça, c'est génial. Maintenant, si vous avez un souci, regardez juste ici. C'est bête, hein. Juste au niveau du front ou juste au-dessus des cheveux. Bon, pour moi, c'est compliqué. Mais il y en a pour d'autres aussi. Mais juste, je finis et je vous laisse parler ensuite. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que lorsqu'on est face à face, on ne se rend pas compte que la personne regarde juste au-dessus. Ça va vous permettre de démystifier un petit peu le truc. C'est-à-dire que vous êtes stressé, vous avez du mal à regarder dans les yeux, vous regardez juste au-dessus. Il ne le voit pas et vous, ça vous permet, en fait, en termes de réflexion, de gagner du temps et donc d'être plus à l'aise. Je vous en prie. Pour le front, je suis d'accord, mais pour les cheveux, étant une personne qui, bon, là, j'ai pas les cheveux longs, mais j'ai une capillarité assez,
Enfin, j'ai ma capillarité, moi. Et donc ça m'arrive que les gens ne me regardent pas dans les yeux, mais regardent mes cheveux quand ils me parlent. Et vous le ça sentez. se voit énormément en fait. Alors vraiment, faut pas le Mais faire, qui- mais parce qui- que moi, mais- ça m'emmerde. Alors, j'ai 2 questions. Hmm. Qui Hein et dans quel contexte? Allez, 60% des gens, et quand je leur parle. D'accord. Mais est-ce qu'on est dans le contexte de l'entretien en tant que tel? Non, mais si je vais dans un entretien et que quelqu'un me regarde mes cheveux, franchement, je vais lui dire d'aller se faire foutre. Alors, Ouais. on aborde là un problème comportemental très très intéressant. Vous venez en entretien et parce qu'on regarde vos cheveux, vous êtes prêt à dire allez vous faire foutre? Ouais, Il y a un problème. Quel est votre prénom? moi c'est Anatole. D'accord. Anatole, oubliez ça. Détendez-vous. Ah non, mais je Non, suis mais très Anatole, détendu. C'est-à-dire que mais je vous dis- si on regarde juste en mode rapidement comme ça, je m'en fous. Mais si quelqu'un me fixe comme ça, alors je vais demander s'il y a un problème. J'ai pas un complexe, c'est juste qu'à un moment donné, moi quand je parle à quelqu'un, je regarde dans les yeux. Et si elle est pas capable de faire ça, c'est que je considère qu'elle est juste pas capable d'avoir un échange direct avec moi en m'écoutant et Anatole, en pouvant me c'est répondre. intéressant ce que vous dites parce qu'on est justement sur ce problème-là. Donc, gardez ça. Je vous demande juste de garder le micro 30 secondes et de m'écouter. Cette personne, je viens de décrire le cas d'une personne qui n'y arrivait pas. Moi, j'y arrivais pas. Donc, je veux pas que vous me tapiez, je vais essayer de pas regarder vos cheveux. Mais bon, sachez que je fais quand même 110 kilos, à mon avis, ça part, ça. Bon, bref. Bon. Voilà, c'est juste histoire de que vous puissiez aussi vous dire que la personne qui est en face de vous, c'est pas ce qu'elle fait, si elle fait du kung-fu, un truc, toujours pas de notion raciste, mais voilà, pensez effectivement qu'en face de vous, les gens n'ont pas les mêmes réactions, n'ont pas les mêmes codes, et s'ils le font, c'est peut-être parce que c'est pas parce qu'ils sont pas capables de soutenir une conversation, pas capables d'échange, mais qu'on n'a pas tous les mêmes capacités à le faire naturellement et facilement. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que je n'y arrive pas, j'essaye de trouver un palliatif pour malgré tout forcer ma nature et arriver à maintenir cet échange, et ce lien et cet entretien. Donc c'est pour ça que je le fais. C'est pas parce que vos cheveux me dérangent, c'est parce que j'ai besoin d'aide pour y arriver. Donc il ne faut pas le voir uniquement, référez-vous à ça. Ouais. Hein. Il est votre allié. C'est pas Alors avec vous pouvez tout le avoir une monde, super coupe de cheveux, je vais finir. Vous pouvez avoir une super coupe de cheveux ou une coupe particulière. C'est pas le fond du problème. C'est pas le fond du problème. Et c'est pas ça qui l'intéresse. Simplement, il a peut-être besoin, lui aussi, le recruteur. Et rappelons, on est quand même dans un contexte professionnel. On ne peut pas juger les gens sur leur apparence. Et vous avez d'autant moins à vous énerver là-dessus parce que du coup, vous serez blacklisté. Hein. Enfin, moi j'espère pour vous, Anatole, ça va aller. Hein. Non, mais rassurez-moi. Et s'il vous plaît, filmez-moi l'entretien où vous vous énervez. Mais plus sérieusement, voyez-le comme quelqu'un qui a besoin d'aide pour y arriver et que justement, vous, en ayant un comportement positif, vous allez l'aider à créer ce lien et pouvoir vous regarder. C'est ça qui est intéressant. Parce que si vous y arrivez, bah, il aura envie de vous prendre vous. Et pas un autre. Mais de la même façon que vous dites, vous avez dit que le sourire au téléphone, ça s'entend. Vous ne sauriez pas, vous voulez pas. Moi, non, je souris beaucoup. Ça fait du bien pour la santé, ce qu'on dit. Mais la manière dont on vous regarde, ça diffère énormément. Donc je vois ça se voit très bien quand il y a d'autres personnes, ils ont des complexes par rapport à telle ou telle chose, qu'on les regarde ou pas, qu'on soit parano ou pas. Bref, quoi qu'il arrive, si on arrive à analyser le regard d'une personne, on arrive à savoir si cette personne est juste curieuse, si cette personne est stressée ou si cette personne se fout de votre gueule en fait. Et c'est pas dans tous les cas où je vais dire à quelqu'un va te faire foutre. Hein. Je retiens souvent, mais dans le cas où ça se voit qu'elle se fout de ma gueule, généralement j'arrête de lui parler et je m'en vais. Anatole, j'entends bien, mais rappelez-vous de la notion de contexte. Oui, le contexte est très important. Rappelez-vous de la notion de contexte. On est dans un entretien de recrutement. Il vous a choisi. Il n'est pas là pour se moquer de vous. Et moi, je me mets à la place du recruteur. C'est en tant que recruteur que si je vois ça m'emmerde. Mais non, le recruteur sait que vous êtes en formation. Il sait que vous n'avez pas totalement toute l'assurance nécessaire pour réussir à passer ce cap du regard. Il ne va pas s'attendre à ce que vous soyez parfait. Oubliez cette histoire de perfection. Parce que c'est là. Non, je me permets. Mais je veux dire, restez dans le contexte. On pourra extrapoler après, si vous voulez, sur les bagarres et tout ça. Mais restons dans le contexte. Tu mets une cravate jaune. Est-ce que vous pouvez faire passer le micro, s'il vous plaît? Mais vraiment, je vous invite à essayer, si jamais vous ne pouvez pas, vous avez du mal au début, parce que c'est souvent au début de l'entretien qu'on a du mal, à créer cette routine qui est de regarder un petit peu au-dessus, puis au final, on revient. C'est pas grave. Et le recruteur, il va pas vous en vouloir. Hein. Il a l'habitude. Ça se trouve, il remarquera même pas, parce qu'il est sur un autre truc. Il veut absolument que ce que vous lui disiez, ça correspond. Vous n'êtes pas forcément là. Hein. Je vous en prie, monsieur. Oui, je voulais savoir, au niveau de l'entretien, est-ce qu'on doit paraître malléable? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit être dominant ou est-ce qu'on doit être dominé ou est-ce que ça doit être une relation d'égal à égal?
C'est-à-dire que la personne, normalement, elle a plus d'expérience que vous, donc il vaudrait mieux se mettre dans une... Je pense que vous n'avez pas de posture particulière à adopter, si ce n'est celle de pouvoir délivrer un, deux messages. Parce que il faut être soi-même, en fait, voilà, et pas du tout jouer un rôle quelconque. Ça vous servira pas. Quel que soit ce que vous allez faire dans la vie, ça vous servira pas. Et je reviens sur ce que je disais, hein. Le CV, il vous aide à vous porter votre histoire. Donc si vous jouez le rôle de quelqu'un d'autre, ça va pas le faire. Non, mais en fait, je pose cette question, c'est parce que moi, j'ai l'air la plupart du temps d'être un type qui est pas malléable, et donc je pense que c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui va me desservir, et donc il aurait mieux valu que je sais pas, que je joue Quand un vous jeu. dites pas malléable, c'est-à-dire ne pas ouvert, c'est ça? Non, c'est-à-dire qu'il va avoir l'impression qu'il peut pas me manipuler, me faire faire des tâches que je voudrais pas faire, ce genre de choses. Et donc ça, c'est mauvais pour un employeur, je pense. Vous savez, normalement, un employeur, que vous soyez en stage ou en CDI, CDD, le poste est défini, d'accord? Il y a un rôle, des missions et des tâches. Donc, si vous avez postulé, généralement, l'annonce est plutôt bien faite. Il y a tout, d'accord? Après, imaginons qu'on vous demande des choses annexes. Il va peut-être vous le demander, mais en tout cas, lors de l'entretien de recrutement, peut-être qu'on va l'évoquer, mais après, à vous de sentir que vous êtes à l'aise avec ça et ne pas être fermé, on va dire, d'apparence, mais savoir ce que vous voulez très clairement et accepter ou pas. Mais tout en ayant cette posture d'ouverture, qui est à mon avis la plus intéressante à garder, parce que vous allez pouvoir mieux comprendre les choses. Et après, l'aspect des gens, comme Alexandre en parlait, finalement, c'est ça. Le faciès, l'aspect, tout le comportement non verbal, c'est des choses qu'on va pouvoir apprendre à maîtriser, mais c'est pas là-dessus qu'on vous juge fondamentalement, mais si on va y penser, c'est sur votre capacité surtout à vous exprimer et à correspondre à certaines choses. Cet aspect non-verbal est important, mais ne lui donnez pas plus d'importance que ça, parce que sinon tout de suite on ne verra que ça. D'accord. Oui, on ne verra que ça. Et pour revenir à votre question, il n'y a pas de malléable, pas malléable. Soyez naturel, ne forcez pas votre nature, mais ça veut dire que s'il y a bien une chose que vous devez faire, c'est bien exprimer ce que vous avez choisi d'exprimer. Il y a deux messages qui passent fondamentalement lorsqu'on communique avec quelqu'un. Donc si vous avez deux messages à faire passer, il faut les choisir et faire en sorte qu'ils les comprennent. Et c'est à ça aussi, quand je dis il faut raconter son histoire, c'est à ça aussi que ça sert le CV pour arriver à l'entretien de recrutement. C'est-à-dire que, un, vous voulez qu'il vous prenne. Donc vous allez lui montrer votre motivation, les compétences, tout ça, il l'a déjà vu sur le CV. Et de qui vous êtes. Qui vous êtes en termes de personnalité, personne, capacité. Voilà, c'est ça aussi qu'ils veulent juger, parce que souvent, qu'est-ce qu'on reproche aux personnes qui travaillent dans l'informatique? Enfin, je vous laisse dire vous-même, hein, moi je dis rien. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Associabilité. C'est pas moi qui le dis, hein, vous voyez. Donc c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que quand on fait le parallèle avec les États-Unis, on les voit pas du tout comme ça, les gens qui font de l'informatique. Et au contraire, ce sont de très grands entrepreneurs. Ce qui va arriver prochainement. Parce que vous, ici, vous n'êtes pas tous destinés, je pense, à être uniquement des gens qui vont travailler pour des entreprises. Vous allez sûrement créer des choses. Donc, cette associabilité ou ce comportement fermé, non malléable, peut aussi exprimer une volonté dans le travail, une volonté dans la capacité à gérer des projets, une volonté à créer des choses qui peut être très très intéressante pour un employeur. Mais il faut l'exprimer peut-être de cette manière-là ou l'induire de cette manière-là. Donc en fait, le plus important, enfin en tout cas dans mon cas, ça serait plutôt en amont de faire une sélection pointue des profils que je sélectionne enfin des entreprises que je sélectionne comme ça. Si en fait l'annonce elle est très précise, j'aurai pas de problème. C'est ce que vous me dites. Mais même au-delà de ça, même si vous faites des choses génériques, si vous avez décidé d'adopter de manière naturelle, on va dire, certains messages qui vous correspondent, vous aurez d'autant moins de mal à les exprimer et en plus à ce que ce soit positif. C'est ça que je veux dire aussi. Peu importe pour qui vous allez postuler. Ce qui est transformer un défaut, quoi. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez capitaliser dessus. Cette non-malléabilité. Et puis vous ouvrir aussi, parce que peut-être que ce serait bien que vous ouvriez. Enfin, je dis ça, hein. Pourquoi pas? Je vous dis pas d'être malléable, hein. Attention. Je vous dis de vous ouvrir. Montrer que vous êtes ouvert. Et ça va contrer le premier ressenti qu'on peut avoir. Mais si vous le portez trop fort, ça va se ressentir. C'est comme pour les cheveux, ça se ressentira. Donc, nous étions sur le recruteur et notre allié. Gardez ça en tête. C'est comme lorsque je viens ici, je pourrais être stressé, me dire « Oh là là, ils vont me juger ». Ben non, je me dis, il y a deux intérêts. Moi, je voudrais vous donner des clés, et vous avez envie de recevoir des clés pour vous améliorer. Donc, je ne vais pas stresser.
tout simplement. Parce que je pense qu'on a tous les deux, entre guillemets, je résume à deux, hein, vous êtes deux pour moi, on a tous un intérêt commun qui est de trouver effectivement des choses intéressantes dans mon discours et dans vos discours. Je vais maintenant aller sur la mise en scène de l'histoire. Je vais accélérer un petit peu. La mise en scène de l'histoire, c'est ce qu'on disait, hein, tout simplement, depuis tout à l'heure dans la valorisation. C'est-à-dire que j'arrive, Anatole, j'aime beaucoup ce prénom, et la région aussi, Anatolie. Bref. Donc, j'arrive, je m'appelle Anatole, et effectivement, dans la routine que j'aurais créée, puisque j'en parlais tout à l'heure, cette respiration, je vais pouvoir m'installer et avoir confiance, mieux gérer tout ce petit énervement, tout ce petit trac que je peux avoir. Dans la routine, je reviens rapidement sur la routine, lorsque il va commencer à parler, le recruteur, parce que c'est peut-être lui qui va introduire, demandez-lui si vous pouvez noter, ça vous permet de créer encore une autre routine qui est de sortir un élément, un deuxième avec le stylo, et là aussi d'aérer un peu votre cerveau, de respirer et d'être à l'aise. Autre chose, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Il n'y a pas de prime à la réponse rapide. Soyez sûr que plus on répond vite, soit on est très bon et on se connaît bien et c'est parfait, et surtout si vous connaissez bien, mais lorsque on répond vite, on peut aussi bégayer, dire des bêtises, etc. Et surtout si la question n'est pas évidente, parce qu'on peut aussi vous poser une question sur une techno, pourquoi pas. Peut-être qu'il ne connaît rien, mais que voilà, moi un jour on m'a dit, est-ce que vous savez parler anglais ? J'ai commencé à dire, mon anglais n'est pas terrible en anglais. Il se trouve que la personne qui me pose la question, 6 mois après, je me suis rendu compte qu'elle ne parlait pas un mot d'anglais. Mais sur le coup, ça m'a gêné. Bon, donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de sauter sur chaque réponse. Prenez le temps. Il y a une technique commercialement qui est assez intéressante, c'est le blanc. Toujours pas de remarques racistes. Ouais, j'aime beaucoup les running gags. C'est-à-dire que le premier qui parle, c'est lui qui a perdu. Et surtout, on peut prendre un temps d'arrêt avant de répondre. Pourquoi ? On montre qu'on réfléchit, qu'on va donner une réponse de valeur. Vous avez le temps. Vous avez le temps de répondre. Comme je dis, il n'y a pas de prime à la réponse rapide. Il n'y a pas de prime au fait que vous soyez tout de suite dans le speed. Au contraire, prenez le temps. Prenez le temps, comme lorsque vous devez présenter quelque chose, si vous sentez que vous allez bégayer, installez-vous dans un mot. C'est-à-dire étirez-le, ce mot. Plus le mot est difficile, plus vous devez vous installer dans ce mot pour pouvoir le prononcer. Si jamais certains d'entre vous ont fait du théâtre, non ? Moi non plus. Hein. Je vous invite, mais vraiment, si votre BDE vous le permet, et si vous pouvez faire ça, créez un atelier théâtre. Pas pour vous amuser à faire de la comédie, etc., mais parce que les techniques qu'on apprend dans le théâtre vont vous permettre, 1, à apprendre à respirer, 2, à vous installer dans les mots et dans la diction, et donc être plus à l'aise dans la communication. Ce qui va nous servir dans la mise en scène. Je veux faire passer 2 messages, ou 3. Donc, pour ça, je vais mettre dans mon déroulé certains mots-clés dans mon CV qui vont me permettre de me rappeler que je veux dire ça, ça, ça. 1, que je suis doué. 1, qui devrait me recruter absolument. Et 3, que sa boîte, elle m'intéresse, mais de manière incroyable. Et je vais le prouver en présentant mes réalisations avec mon PC, parce que je penserai à venir avec mon PC. Je suis quand même travaillé dans l'informatique, donc un PC, ça me semble un minimum. Une tablette, si vous avez. Mais vous présentez vos réalisations, vous présentez les projets que vous allez faire ici, ou les projets d'avant. Vous présentez les réalisations passées. Il faut qu'on puisse se dire et se projeter tout de suite dans certaines de vos réalisations pour créer des différences. Très important. Ensuite, intéressez-vous à l'entreprise et à son fonctionnement. Pas trop compliqué, vous allez soit sur Wikipédia, même si des fois ça peut dater, mais au moins sur le site de l'entreprise, et vous regardez ce qui se passe. C'est les cotés en bourse, le cours de la bourse, les activités, comment elle utilise certaines technos, s'il y a des business units, de façon à ce que ça puisse vous aiguiller sur des questions. Aujourd'hui, quelle est la business unit qui fonctionne le mieux ? Quelle est la technologie sur laquelle vos clients vous sollicitent ? Est-ce que vous répondez à des appels d'offres ? Est-ce que vous êtes plutôt au forfait, machin ? Ces entreprises, c'est encore mieux, c'est plus intéressant. Leur demander comment fonctionne la DSI, quels sont les projets qu'elles gèrent, est-ce qu'il y a des projets de digitalisation ? Tout le monde en parle en ce moment. Est-ce que c'est juste de la digitalisation avec, on va dire, des réseaux sociaux parce que c'est le truc du moment, ou est-ce que c'est vraiment des projets qui transforment l'entreprise de manière digitale ? On peut y aller, hein. Et vous savez de quoi vous parlez. Donc les questions, elles sont très très naturelles et très faciles à avoir. N'hésitez pas. Alors certains vous diront qu'il faut poser le plus de questions possible. Posez autant de questions que vous voulez, si on vous le permet. Parce qu'il faut demander. Et oui, malheureusement,
c'est quand même lui, je reviens là-dessus parce que vous l'avez soulevé, c'est quand même lui qui a un peu le pouvoir. Un peu, pas trop, parce que vous aussi, vous venez pour délivrer un message. Mais il faut respecter un certain code qui est de lui poser la question de « est-ce que je peux vous poser des questions ?» C'est un peu stupide, mais voilà, on ne peut pas y couper. Faut montrer aussi que vous êtes poli, ouvert, et que vous savez vous conformer à certaines règles. Donc posez-lui des questions, les plus pertinentes possibles selon vous, pour en poser 4, 5, autant qu'il le veut, et puis pourquoi pas, demandez-lui, est-ce qu'on peut voir les locaux, est-ce qu'on peut voir les équipes travailler, pourquoi pas, s'il a le temps, autant. Et puis surtout, je ne l'ai pas mis, mais c'est une évidence, parce que lorsque vous gérez un projet, vous projetez tout de suite dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer après? Après notre entretien, monsieur ou madame, et souvent c'est madame, toujours pas de... Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape de notre entretien? Parce que on a fait le CV pour aller à l'entretien, on va à l'entretien pour... Pardon? Ok, Anatole, ça va pas aller. On va à l'entretien pour... Merci. Donc, on a fait un coup en 3 bandes pour avoir le job. Il n'y aura peut-être pas qu'un seul entretien, puis il y aura peut-être un manager opérationnel. Mais l'idée, c'est d'avoir ce job. Donc, je pose la question, de savoir ce qui va se passer après. Combien de temps ça peut prendre? Oh, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il me pose des questions sur comment je vais gérer, moi, mon boulot. Mais vous, votre boulot, c'est d'apporter des solutions. Alors, je vous propose de vous rappeler, je vous propose de faire une synthèse de mon entretien, je vous propose de vous envoyer le lien de mes réalisations pour que vous puissiez les montrer au manager. C'est ouvert. C'est à vous de créer la différence à ce moment-là. Une chose qu'on n'a pas vue dans le CV, mais qu'on verra peut-être dans d'autres ateliers, c'est toute la partie extra-professionnelle. Le stage de 3e était limite extra-professionnel, hein, mais puisqu'il répondait à une passion. Donc, c'est aussi intéressant parce que c'est aussi des moments d'accroche. C'est aussi des moments d'accroche. Imaginons comme moi que vous soyez fan de comics. Imaginons que le recruteur soit fan de comics. Il pose des questions. Alors, vous aimez quoi comme comics? Ah, moi, je suis plutôt Marvel. Ah ouais, d'accord. Quoi comme Marvel? Ah, moi, je suis plutôt X-Men. Ah ouais? Et qu'est-ce que vous pensez des X-Men, les films? Ah, je les ai pas vus. Ah, vous êtes fan de comics, vous êtes fan des X-Men, vous n'avez pas vu les films. Bon. Vous connaissez des gens comme ça? Il faut l'exprimer, ça, c'est intéressant. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand vous exprimez une passion, quelque chose d'extra-professionnel, si vous n'êtes pas capable d'en parler, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, ça va vous desservir. Donc tout ce que vous mettez, c'est pour vous valoriser. Si vous mettez que vous êtes passionné des bitcoins, j'ai rencontré quelqu'un, et je le salue si un jour il entend cette conférence, qui m'a parlé des bitcoins, c'était exceptionnel. J'y connaissais rien. Mais vous voyez, il était précis. Par contre, il y avait un seul défaut. Il ne connaissait pas le nom de la monnaie en question dans un pays en Asie. Et je lui dis, voilà, vous me parlez des bitcoins, super intéressant. Par contre, la monnaie de tel pays, vous ne la connaissez pas. C'est bête, hein, mais moi, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Donc, si on parle d'un sujet, et j'imagine que vous, lorsque vous allez répondre à des projets, parce qu'on va vous donner les cahiers des charges, ça doit être précis. Pareil pour vous, ça doit être précis. Non, mais il y avait un lien particulier. C'est-à-dire que, je suis rentré dans le détail, hein, Anatole, je vous passe ça. Mais, mais il m'a parlé d'une monnaie en Asie pour, pour me faire comprendre certaines choses, et notamment qu'elle a été dépréciée à cause d'un mouvement sur des bitcoins. Voilà. Mais il ne savait pas le nom de la monnaie. Et je lui disais que c'était plutôt ça. Il me disait non, c'est plutôt ça. Bon, écoutez, vous ne savez pas, ça m'ennuie. Mais je lui ai dit après. Tout ça pour vous dire que on a des éléments clés qui sont là. J'espère que ça peut vous aider, mais on va faire des choses ensemble par la suite pour affiner et pour vous aider encore plus. Déjà, j'espère que pour vos recherches actuelles, ça vous guide et ça vous permet de mieux vous transposer. Du moins, j'espère. Si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas, vous me posez des questions, je suis encore là. Au pire, je transmettrai mes coordonnées, posez-moi vos questions par écrit, et puis on échangera dans la mesure du possible. Je pourrais pas vous promettre de répondre rapidement, mais en tout cas, je répondrai. Peut-être dans un... non, je plaisante. Mais voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, allez-y. Bonjour, donc tout à l'heure vous avez parlé de faire un PowerPoint au lieu d'un CV à proprement parler. Combien de slides? Ce que j'ai dit, en fait, c'est que pour sortir de l'effet liste du CV, je vous invite à créer un PowerPoint et à le synthétiser, pour vous permettre de créer votre CV par la suite.
En fait, c'est ça. L'idée, c'est de se dire, je veux que ce soit compréhensible, donc je vais faire un PowerPoint. Parce que dans le PowerPoint, comme on parle beaucoup en bullet points, ça doit être compréhensible. Et dans la tournure de phrase, et dans la manière dont c'est présenté. Donc ça peut vous aider, pour certains, à ensuite arriver à créer le CV qui vous correspond. Donc C'est dans plus la dans cette finalité, idée. c'est pour faire le CV. Voilà. D'accord. Ouais. Après, si vous arrivez tout de suite à vous projeter sur le message que vous voulez faire passer, allez directement sur le CV. Mais c'est juste pour vous entraîner et vous donner, on va dire, plus de facilité, parce que finalement, le CV, c'est qu'une synthèse. C'est qu'une synthèse. Donc c'est pour ça que je vous ai invité à faire le PowerPoint. Après, le PowerPoint peut être aussi, lorsque vous mettez en scène, vous dites, moi, je vous ai amené un PowerPoint me présentant. Si vous avez fait un site internet, c'est encore mieux. En plus, il voit vos réalisations. Pierre deux coups. Mais vous voyez, c'est dans cette idée-là. C'est-à-dire que vous pouvez créer des différences avec des choses assez simples, auxquelles je pense tout le monde ne pense pas, mais qui vous permettent de vous démarquer. Et c'est ça qui est intéressant. Même dans le CV, vous pouvez mettre des liens. Profitez-en. Le CV, il est envoyé en numérique. Mettez des liens. Un lien sur un profil Monster, un lien vers vos réalisations. Mais allez-y, profitez de ça. Ils sont curieux, les gens. Oui, moi, je ne regarde pas les profils Facebook des gens que je reçois. Ouais, bien sûr. Bon, vous voyez, je ne le googleise pas. Ah non, j'ai pas regardé s'il était mignon ou pas. Ouais, bon. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? Profitez de ça. Vous pouvez enrichir le CV avec pas mal de choses. Et votre entretien, du coup, pareillement. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il ne faut rien exclure. L'idée, c'est d'être naturel et d'éviter d'être arrogant, parce que ça se perçoit facilement, et d'avoir une coupe de cheveux qui apparemment peut gêner les autres. Mais ça... Mais vraiment, voilà. L'idée, c'est ça. C'est d'exploiter, finalement, cette ère numérique au mieux. Et d'autant plus pour vous qui êtes en plein cœur de ça, vous avez beaucoup de moyens pour exprimer ces différences, pour les mettre en avant. Ne vous limitez à rien. Expérimentez. C'est-à-dire qu'un premier CV n'est pas un CV final. Donnez-vous du mal sur le CV. Parce qu'une fois que vous l'aurez bien fait, je vous assure que vous ne le referez pas tout le temps. En général, on le fait une fois, deux fois, puis après on se dit, ouais, il est bien comme ça, puis surtout, j'ai pas envie de m'embêter. Alors, donnez-vous du mal dès la première fois, et puis, au moins, il sera représentatif de ce que vous voulez faire passer comme message, parce que si vous avez bien choisi la forme de votre CV et sa structure, il peut vous accompagner longtemps. Il peut vous accompagner longtemps dans l'idée, parce que dans l'idée, vous savez aussi ce que vous voulez faire, pour certains. Peut-être pas de manière très précise, mais vous savez dans quel domaine vous allez exercer. Parce que plus tard, quand votre CV fera 2 pages, parce que vous aurez toute une page de techno qui va ennuyer tout le monde, vous le premier, ce qui va vous différencier, c'est tout ce dont on a parlé là. La mise en scène, la manière de se mettre en avant, la partie extra-professionnelle, si vous avez fait des voyages en 3e linguistique, des voyages avec vos parents, vous allez au Maroc avec vos parents, ne le mettez pas sur le CV par pitié. Par pitié, ne le mettez pas sur le CV. Je suis allé au Maroc avec mes parents. C'est intéressant, hein ? Non, mais vous voyez. Donc, je dis pas qu'il faut pas mettre certaines choses, mais si on peut éviter d'être tout de suite... En plus, moi, je le vois, je regarde beaucoup de CV en ce moment, et je regarde les stages, et je regarde aussi les voyages, et je dis, il y a beaucoup de voyages, vous êtes partis soit en vacances avec vos parents, soit effectivement, vous avez fait des séjours linguistiques réguliers. Je suis plutôt parti en vacances avec mes parents. Ok, mais pour vous, qu'est-ce que vous en avez appris ? Voilà. Il faut toujours se poser la question de ce qu'on a acquis dans une expérience quelle qu'elle soit. Un voyage, paraît-il, ça forme la jeunesse. Donc, si vous avez fait des voyages avec des choses que vous pouvez mettre en avant, là, c'est plus intéressant. C'est toujours cette notion de raconter l'histoire. C'est ce qui va vous différencier par rapport à tout le monde. Confiance en soi pour raconter l'histoire. Mise en scène, un minimum. Hein. On n'est pas là pour faire du show-off. C'est pas des commerciaux. Puis même les commerciaux, ils se font détruire là-dessus. Donc, mais voilà, ayez confiance en vous. Et le recruteur, il est là pour valider que ce qu'il a perçu sur votre CV va être intéressant dans l'entreprise. Si vous êtes à l'entretien, il y a vraiment beaucoup de chances pour que vous puissiez avoir le job. Vous avez choisi la bonne filière, vous avez choisi une bonne école, vous avez tout pour vous. Et surtout, vous êtes vous-même et vous êtes curieux. Et la curiosité n'est pas un vilain défaut. Je fais beaucoup de choses faciles comme ça, mais je suis fatigué. Mais au contraire, l'ouverture, c'est quelque chose de très intéressant. Plus vous êtes ouvert, plus vous allez facilement obtenir des choses. Si vous souriez, je ne vais pas parler de la coupe de cheveux, ce sera bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Parce que là, je meuble et je me dis que peut-être quelqu'un veut parler. Je vais faire passer, ça va être plus rapide.
En fait, ça serait une question donc par rapport à l'entretien. Si pendant qu'on fait les recherches sur l'entreprise, son fonctionnement, par exemple, mettons que je cherche du boulot sur les sites web, enfin la création de sites web. Si par exemple je note que leur site web est pas terrible ou ce genre de choses, est-ce que je peux faire la remarque, enfin pas la remarque, mais en entretien, en parler et parler d'amélioration à faire, ou est-ce que ça va faire vraiment trop arrogant et c'est pas la peine, c'est pas le moment? Objectivement, ça peut être perçu de deux façons. Maintenant, je pense que dans la manière de le présenter, vous pouvez enlever la perception négative de ce que vous voulez faire remarquer. Pour l'avoir fait, ça, des fois, ça effraie. Et je pense que j'ai été trop direct. Je vous parle vraiment de mon expérience. Après, quand on arrive à le présenter de manière beaucoup plus consultative, beaucoup plus voie d'amélioration. J'ai regardé votre site, j'ai vu ça, vous voyez, tel lien ne fonctionnait pas, je pense qu'on pourrait faire comme ça, parce que regardez, le site de votre concurrent ou le site d'une entreprise qui fait quelque chose d'intéressant, ça lui a amené en plus de visites. Si vous l'argumentez, si vous lui donnez on va dire juste, voilà, c'est un conseil, hein. Moi j'ai vu ça parce que je m'intéressais, parce que voilà, peut-être que ça passera mieux, mais c'est toujours délicat objectivement. Par contre, c'est très intéressant de travailler sur ce mode d'audit de la structure pour justement en tirer des points forts, des points faibles. Vous connaissez sûrement les SWOT et les PESTEL. Mais justement, si vous faites l'audit rapide de certaines structures, c'est très intéressant. Pour les sites internet, vous allez pouvoir même trouver des modèles, je pense que vous avez déjà vu, pour auditer un site, ne serait-ce que sur sa partie référencement, etc. Il y a pas mal d'outils qui existent. Mais si vous allez dans cette logique de même le PESTEL, alors je ne saurais pas le définir, je suis désolé, mais regardez, c'est en 4 parties. Hein. Ça vous donne tout de suite des clés pour justement analyser la structure. Mais au-delà de ça, on parlait de la confiance en soi, et merci mademoiselle pour votre remarque, vous pouvez très bien faire un SWOT de vous-même. Et vous dire quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes opportunités et quelles sont les menaces. Et ça, c'est très intéressant aussi. Parce que du coup, votre construction de tous les documents qui vont pouvoir vous mettre en valeur sera facilitée parce que vous aurez tout de suite un panorama de qui vous êtes. Ça peut être intéressant. On me l'a demandé une fois après un entretien. Merci pour votre question. Quelqu'un d'autre ? Je crois qu'il y a une conférence après, donc si vous avez des questions, vraiment, je vous invite à le faire. Qu'on puisse après libérer, je crois, l'amphi. Donc pour moi, j'ai eu un entretien il y a un petit moment pour travailler dans un magasin. Et ça s'est plutôt bien passé, mais à la fin, il m'a demandé si je voulais me joindre à toute l'équipe pour prendre un café, ce que je n'ai pas fait. Et donc je pense que c'est sur ça que ça s'est porté le choix final de l'entretien. C'est exact ou... Vous avez passé l'entretien, c'est bien passé, vous n'avez pas été retenu. Voilà, exactement. D'accord. Donc l'entretien, quand vous dites bien passé, c'est-à-dire que vous avez échangé véritablement. Ah voilà, oui, de manière très ouverte. Vos réponses vous semblaient cohérentes, ses retours aussi. Voilà. Oui, franchement, c'est le premier entretien qui s'est très bien passé. On a beaucoup conversé, on avait tous les deux le sourire, tout se passait très bien. D'accord. Et à la fin, il m'a demandé si je voulais, avec tout le monde, prendre un café en fait. Et alors, je vais vous poser une question. Pourquoi vous avez refusé ? Et comment vous avez refusé ? C'est un petit peu stupide, mais j'avais pas envie d'apprendre à connaître les gens si l'entretien n'était pas concluant en fait. D'accord. Et comment vous avez refusé ? J'ai dit probablement. Il n'y a pas moyen. Non. De ce côté-là, il n'y a pas de souci, mais comme quoi ça m'intéresserait beaucoup, mais que je préférerais une fois le job retenu, quoi. Pas de cette manière, mais c'est à peu près ce que j'ai fait comprendre. Objectivement, je ne saurais pas dire si c'est ça. Peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui était plus intéressant encore. On n'en sait rien. Mais ne pensez pas que c'est simplement ça qui a fait que. Je pense pas. Objectivement, je ne pense pas. Il n'a pas reçu que vous. D'accord ? Il n'a pas reçu que vous, mais peut-être que quelqu'un l'a intéressé plus. Il ne faut pas oublier ça. Hein. On n'est pas les seuls à passer les entretiens. Mais, effectivement, on peut marquer des points. Autre chose. Pour rebondir sur... pardon. Je vous en prie, non, allez-y. Pour rebondir par rapport à ce qu'il disait, je sais qu'on peut demander un feedback aux recruteurs. Est-ce que vous conseillez ? C'est ce que je vous disais dans le next step, en fait. Allez-y, sollicitez-les. Je vous en prie, mademoiselle.
voulais juste faire une remarque par rapport à ce qu'il avait dit. Il y a par contre des gens qui essayent en fait justement d'avoir après de présenter le reste de l'équipe. Donc si ça se trouve, ils proposent à tout le monde d'aller boire un café avec le reste de l'équipe après pour voir comment on le perçoit. Donc peut-être qu'en fait, tu as raté un peu le next step, quoi. Enfin, je sais qu'en Angleterre, on me l'a fait. Donc, mais moi, objectivement, je ne pense pas que ce soit la raison primordiale. Ça peut être, on n'en sait rien objectivement. Et comme le disait monsieur, demander un feedback peut être intéressant pour améliorer le truc. Après, moi, ce que j'en pense, hein, un café, vous aimez le café ou pas? Non, bah voilà. C'est pour ça. Non mais non mais faut tout dire aussi. Non mais en fait je préfère le thé. Non mais vous pouvez refuser élégamment parce que malheureusement vous avez un autre entretien, vous avez d'autres choses. Il y a des manières de refuser qui peuvent être élégantes ou pas. La vôtre était un peu abrupte mais au moins elle était honnête. Elle était honnête et je pense qu'elle est respectable hein, objectivement. Et l'autre chose, rencontrer l'équipe, même si on ne va pas travailler avec eux, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Ne vous privez pas de connexion. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aller prendre ce café ou non, rencontrer l'équipe et peut-être avoir une accroche avec quelqu'un, même sur une discussion brève et pourquoi pas échanger à nouveau sur un forum. Ne vous privez pas d'ouverture. Moi, c'est mon conseil. Après, je comprends tout à fait que votre position, c'est de dire je ne veux pas créer un lien parce qu'il est possible que je n'y sois jamais. Mais toute l'idée, pour moi, c'est de créer le maximum de contacts pour après arriver à avoir des gens intéressants. Mais c'est ma vision personnelle et je ne l'impose pas. Et tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas une imposition, ce sont des propositions. C'est vous qui décidez. D'autres vous diront autre chose. Vous décidez de la forme, vous décidez de la manière de faire, parce que ça doit vous correspondre. Et je comprends totalement que vous ayez refusé. Pour moi, c'est louable. Hein. Et comme je dis, je ne pense pas que ce soit le seul critère. Il serait intéressant de poser la question, parce que si la discussion a été bonne, il est aussi capable, peut-être, de vous donner un feedback. Vous l'avez peut-être fait? Est-ce que vous pouvez passer à monsieur? Non, je ne savais pas que c'était possible, donc j'y ai pas du tout pensé. Excusez-moi. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que ne vous mettez pas martel en tête. Parce que si vous avez bien réussi cet entretien-là, tout ce qui s'est passé dans cet entretien doit vous permettre de vous projeter dans les autres et de les réussir. Du coup, je reviens encore sur la même chose. Moi, je pense plus que c'était une étape pour voir l'esprit d'équipe. C'est comme un projet en groupe où le déjeuner, soit tu le passes tout seul, soit tu passes avec le nouveau groupe. Ça permet de faire une cohésion et d'être plus agrégé au groupe. Donc c'était peut-être aussi l'intérêt de se dire, il a fait l'entretien, alors on va voir avec le groupe, voir comment il se sent à plusieurs, s'il peut l'intérêt aussi. Je répète encore la même chose, mais voilà, c'était vraiment savoir si tu t'insères dans le groupe, s'il y a le feeling qui passe et si c'est l'esprit d'équipe, avant même que tu puisses être engagé pour voir ce que ça donne dans cette équipe-là. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il fallait pas refuser le café. Hein. Franchement, je pense qu'il t'aurait proposé de l'eau peut-être. Il n'y avait pas que du café, tu vois. Il y avait peut-être du thé ou un truc comme ça, tu vois. Et t'as refusé, ça a posé problème. Franchement. Moi, voilà, si je peux me permettre, n'oubliez pas une chose. On ne peut pas penser à la place des autres. Première chose. Je vous invite à ne pas juger. Je vous invite vraiment à ne pas juger, à rester ouvert. Parce qu'on va tous extrapoler sur cette histoire de café, qui n'est qu'un café. Monsieur trouvera sûrement un stage, j'ai pas de doute. Il a quand même eu un entretien, ça s'est bien passé. Il n'y a pas de raison que les autres ne se passent mal. Le café, c'est anecdotique, il n'a pas été pris. Et ce qui est plus intéressant, c'est est-ce que le recruteur lui fera un feedback? Ça sera intéressant. Et qu'il ait pris un café ou pas, à la limite, c'est intéressant, parce que la prochaine fois, peut-être qu'il fera différemment. Vous voyez? Mais au final, ça, c'est bien pour la construction. Je ne dis pas que c'était génial que vous ratiez le fait de ne pas l'avoir, le poste. Mais c'est formateur et c'est ça qui intéresse. Vous êtes en construction. Hein, et ce n'est pas parce que vous avez un échec que le reste va mal se passer. Vous pouvez très bien être mauvais en plus lors du stage et le prochain stage être très bon. Ce n'est pas le problème. Vous êtes en construction, vous êtes en formation. Il n'y a aucun problème avec le fait de ne pas être bon tout de suite, de ne pas réussir tout de suite. Ça vient. Vous êtes en construction, vous êtes en formation. Donc, ça va. Ça va. Le café, c'est un café. Hein. Ça coûte combien un café? À la limite, vous pourrez aller le payer la prochaine fois. Mais non, mais sérieusement, vous êtes en formation, vous êtes en construction, vous allez acquérir des notions sur, 1, de la technologie, 2, du comportement. Il n'y a pas de stress. N'ayez pas de stress là-dessus. Ayez confiance en vous.
Bah lui, il voulait que vous preniez un café. Ouais, bon, bah vous n'avez pas envie. Hein. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est aujourd'hui, j'arrive le matin dans l'entreprise, tout le monde dit bonjour, et puis ah non mais lui, il faut pas lui dire bonjour, il répond pas. Mais et alors? On n'est pas tous obligés d'être pareils. Alors c'est mieux si on se dit tous bonjour, ça c'est vrai. La courtoisie, c'est quelque chose d'essentiel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui compte au final, c'est que un, vous puissiez trouver votre stage, et deux, que vous puissiez être à l'aise avec vous-même et dans l'entreprise. Et j'insiste encore, vous êtes en formation, vous apprenez, et ce qui vous permet d'apprendre des choses, comme cet entretien-là, moi je pense que c'est plus intéressant que le fait de l'avoir eu et de ne pas savoir finalement ce qui s'était passé. J'ai une question qui me trotte dans la tête depuis un moment. Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui viennent dans un entretien au culot? Je veux dire par là, une annonce de stage. Je suis une personne qui, du coup, il recherche quelqu'un qui maîtrise une technologie depuis 3 à 5 ans. Moi, par exemple, je me dis, c'est dans ce domaine-là que je veux bosser, je m'y connais un peu sur le côté, j'ai un peu testé, mais je sais pas, les 3 ans qu'ils demandent. Est-ce que si sur le CV, je mets, bon, bah, j'ai 3 ans, je mens sur le CV, et qu'à l'entretien, je viens, et que là, je viens au culot en leur disant, bon, bah, c'est exactement ce que je veux faire, moi, j'ai l'enthousiasme, l'envie de bosser dans ce terrain-là. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'une personne qui se présente comme ça? C'est mal. Non, réponse de Normand. Non, réponse de Normand. Peut-être ben oui, peut-être ben non. Non, objectivement, si on vous met qu'il y a 3 ans d'expérience requis, c'est pas pour rien. C'est parce que les cursus sont construits de telle manière à vous amener à un certain niveau de maturité en fonction des années, premièrement. Deuxièmement, aussi, c'est pour la durée des stages. Première année, le stage n'est pas aussi long qu'en 3e année. Donc, dans votre regard sur l'annonce, pensez aussi à la période, qui n'est pas la même période. Dans notre cas, c'est le cas, parce que c'est 6 mois, première année, 3e année. Non, mais moi, je ne sais pas. Hein. Je dis ça, je ne sais pas quelles sont les périodes exactement. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Et l'autre chose, c'est, je pense, objectivement, que mentir sur un CV, même si on l'a tous fait, et qu'on ne devrait pas, parce que ça vous dessert, parce que il y a mentir et puis enjoliver. C'est 2 choses différentes. Après, si vous êtes capable, effectivement, de remplir le poste et vous pensez vraiment que vous avez les compétences pour le faire, tentez. Mais je vous invite à ne pas mentir. Moi, je vous invite plutôt à les appeler. Je vous invite à les appeler et à forcer dans ce cas-là. Le micro à mademoiselle. Oui, en fait, je rebondis sur la notion de période de durée d'expérience. L'expérience ou durée de stage, pardon. Voilà, justement. Durée des stages. Alors, non, justement, dans un CV, est-ce que les stages sont considérés comme une expérience? Parce que j'ai entendu dire qu'à ce qui paraît, les stages passés ne font pas partie de l'expérience pour les recruteurs. Un stage, par exemple, si j'ai fait, je sais pas, admettons, j'ai fait deux fois 6 mois de stage par le passé dans un cursus antérieur, est-ce que je peux considérer que j'ai 1 an d'expérience? Je parle pour les étudiants, enfin pour les personnes qui ont peut-être déjà un... Est-ce que c'est considéré ou pas comme une expérience, ça? Objectivement, je ne sais pas vous répondre. Ah, vraiment, je ne sais pas vous répondre. D'accord. Vraiment. Là, c'est une vraie question à laquelle je ne sais pas répondre. Ouais. Oh non. Bon, ok. Non, mais plus sérieusement, je ne saurais pas vous répondre. Classiquement, en France, on ne considère pas le stage comme une expérience en tant que telle. On met plutôt stage et expérience professionnelle dans 2 cases différentes. D'accord. Et excusez-moi, les expériences personnelles, c'est-à-dire si je réalise un programme, par exemple, je sais pas, j'ai mis 1 an, je sais pas, ou 6 mois, ou quelques mois. Je sais qu'il y a quelqu'un à 42, qui a fait coder, par exemple, un jeu. Bon, il y en a plein qui font ici des projets personnels. J'en connais plein. Est-ce qu'ils peuvent vendre ça comme une expérience à part, ou est-ce que... Oui, d'accord, ok. Présentez vos réalisations, ça marche. Non, mais je vais dans votre réponse. Dans l'expérience, on le met dedans je vous invite moi à le mettre. D'accord. Donc le temps qu'on a passé dessus, on peut le vendre comme, je veux dire, il y a réalisation, c'est-à-dire il y aura une petite, on mettra en bas du CV par exemple, voilà, enfin ou en bas ou quelque part dans le CV, voilà ce que j'ai fait. Mais si l'annonce par exemple demande, je sais pas moi, 6 mois minimum d'expérience en C# par exemple, et que moi j'ai fait un projet en C# pendant 6 mois, est-ce que je peux dire j'ai 6 mois d'expérience mais à titre personnel, ni dans le cadre d'une formation, ni dans le cadre d'un stage, ni dans le cadre d'un emploi? Toujours pareil. Le CV. Ou du moins, ce que moi je dis là, n'engage que moi. Oui, bien sûr. Voilà. Moi, je pense qu'on peut le mettre.
Objectivement, je pense qu'on peut le mettre. Parce qu'il y a pas mal de notions qui sont acquises, même si le travail n'est pas encadré en tant que tel par un chef de projet ou par un manager, ça reste des démarches et une capacité d'acquisition de notions et effectivement de gestion de projet en tant que tel. Donc je pense qu'on peut le mettre. Après, je ne suis pas tous les recruteurs et je ne suis pas vous. C'est à vous de mesurer ça. Mais je pense, moi, à mon âme et conscience, qu'on peut le mettre. D'accord. Ça c'est ma perception des choses. Ok, ça marche. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question, non? Est-ce qu'il est bien ou mal perçu en entretien de poser des questions par rapport à certaines conditions de travail? Par exemple, vous demandez au recruteur son avis par rapport au télétravail. Est-ce que pour lui, c'est un a priori négatif tout de suite? Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre d'être recruté pour commencer à poser ce genre de conditions? En fait, pour moi, la question, c'est quel est l'intérêt pour vous de poser cette question? C'est quelle est la finalité? Voir si ce sera possible dans l'entreprise ou pas. Pourquoi? Pour le faire. Pourquoi? Je peux faire longtemps. Non mais précisez-moi vraiment votre pensée, j'ai besoin de comprendre. Si par exemple, l'exemple du télétravail est un bon exemple, si je préfère travailler en télétravail, est-ce que poser la question au recruteur, ça va avoir un a priori très négatif? Alors, on se place dans un stage ou on se place dans une offre d'emploi? Là, c'est offre d'emploi. Offre d'emploi. Est-ce que je postule dans une SS2I? Est-ce que je postule dans une entreprise classique? Si je postule dans une SS2I, il y a de fortes chances pour que je sois en régie, donc avec une équipe déportée. Si je travaille en mode projet, il est fort possible que je sois soit dans les locaux, généralement les SS2I n'ont pas des locaux extensibles, donc il est peut-être possible que vous soyez en télétravail. Je n'ai pas travaillé en SS2I. Si je suis dans une entreprise, il y a peu de chances, à mon avis, pour qu'on vous mette en télétravail, puisque le télétravail, on revient sur cette notion aujourd'hui, pour justement ces notions d'équipe, ces notions d'échange, ces notions d'émulation. Ça se pratique, hein. Moi j'ai un ami qui est directeur informatique, qui a essayé de le mettre en place, ça a été assez compliqué. Ça me donne des idées de stage. Pardon. C'est délicat, c'est comme poser la question des avantages. Vous voyez, est-ce qu'on doit la poser ou pas? Libre à chacun de décider. Tout dépend de la manière dont on amène cette question. C'est pour ça que je vous demandais pourquoi, quel contexte, parce que j'avais besoin de savoir ce qu'il y avait derrière pour vous. Parce que le télétravail, pour l'entreprise, peut être quelque chose de très intéressant, mais n'oubliez pas que vous signez un contrat. Et ce contrat, il veut dire que elle a un intérêt, vous avez un intérêt. Quel est son intérêt de vous proposer le télétravail? Vous voyez ce que je veux dire? Vous, ça vous arrange. Mais est-ce qu'elle, ça l'arrange? C'est ça, en fait, l'idée. C'est la notion de compromis, elle est là, hein, dans le contrat. Donc à voir. Une question pour monsieur au fond, s'il vous plaît. Question en fait sur le salaire. S'il nous pose directement la question, s'il est assez agressif, on va dire là-dessus, et qu'on doit lui répondre du tac au tac, est-ce qu'on prépare plusieurs réponses, voilà. Surtout au niveau du stage, qui est assez particulier vu qu'on dans l'école en fait on nous laisse prendre des CDD, je crois. Donc si on trouve par exemple une offre en CDD, on peut la prendre si on se met en accord avec l'école. Donc ça peut être un peu étrange vu que l'entreprise a des facilités avec les taxes ou je sais pas quoi au niveau des stages, je crois. Si vous posez la question du salaire, ouais. Je crois que le minimum c'est 450 de mémoire. 436. Vous parlez à quelqu'un qui n'a jamais fait de stage, donc vous voyez. Oui, c'est vrai. Je suis désolé. J'ai jamais fait de stage. 486. Brut ou net? Attention. Enfin, les élèves autour de moi, ils ont trouvé souvent des stages au SMIC ou plus. D'accord. Moi sur la question du salaire, je suis assez à l'aise. Hein. C'est-à-dire que vous savez, vous aujourd'hui, quel est le coût de vos dépenses, de votre vie, même en étant en scolarité. D'accord? Si on vous pose la question, vous devez aussi avoir en notion, je pense, ce qu'eux sont prêts à payer. Et ça, vous pouvez peut-être avoir l'information en passant justement sur les stagiaires qu'ils ont accueillis, sur s'il y a des indications par rapport à ça. Ça peut être intéressant pour vous déjà. Si vous pensez que la question est possible, prenez le temps de regarder, voir sur le net s'il y a peut-être des choses qui donnent des pistes sur l'entreprise en question en termes de rémunération des stagiaires.
confronté à votre, on va dire à vos dépenses, vous pouvez peut-être arriver à un équilibre et vous dire voilà, je peux peut-être demander si ça, en fonction aussi de vos compétences. Pourquoi Une pas. fourchette ou plutôt quelque chose de... Vous savez, on est toujours dans une négociation. Donc, soit vous donnez une C'est pas mon fourchette, truc. vous êtes un peu perdant, soit vous donnez un petit peu plus haut, et malgré tout, vous serez peut-être un petit peu perdant parce que vous allez taper trop haut et c'était pas la bonne méthode. Il n'y a pas de... La négo, en général, c'est de partir haut pour arriver au niveau où on souhaite. Vous allez être plusieurs. Donc, forcément, il y en a un qui se mettra plus bas. Et vous ne le saurez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à mon avis, si vous parle de salaire, et j'espère que ce sera à la fin, c'est plutôt très bon signe. Et dans ce cas-là, préparez un petit peu et effectivement, mettez-vous à un niveau qui vous semble cohérent. D'accord, mais je peux perdre un emploi à cause de ça. Si on est, par exemple, si on est égalité, c'est possible. Ça peut être hein. clairement ça. Quoi. C'est possible. Objectivement, c'est possible. C'est tout compte. Tout compte. Et Donc, est-ce que vous me conseilleriez de poser la question avant lui? Non. D'accord. Non. Moi, je vous conseille de le laisser venir. Parce que je pense que le salaire, si on aborde la question du salaire, c'est parce que effectivement, il est capable de vous projeter tout de suite dans une mission, dans une équipe ou sur un projet. J'espère du moins qu'il le conçoit comme ça. Comment? Non, ça peut être dans un deuxième temps. Monsieur disait si on ne l'aborde pas, est-ce que c'est mauvais signe? Non. Bon, ça peut être dans un second temps. C'est ce que monsieur a dit. Moi, je pense que non. Sur le premier entretien, parce qu'il y en aura sûrement un deuxième. Hein, je pense qu'il y a au moins 2 entretiens. Sur le premier entretien, peut-être pas. Après, si le recruteur l'aborde, allez-y. Après, comme je vous dis, hein, ce ne sont que des propositions de ma part. Vous pouvez très bien tenter. Vous pouvez très bien tenter. Hein. Qui ne tente rien n'a rien. Au moins, on démystifie le truc tout de suite. On sait où on va. On gagne du temps. Voilà. Moi, je pars du principe que non, parce que je pense qu'il y aura au moins 2 entretiens. Le recruteur et puis après l'opérationnel. Et c'est plus l'opérationnel qui gère son business unit qui va avoir aussi la répartition des charges. Même si le recruteur a une indication, il sait très bien combien il va pouvoir mettre sur son stage. Après, rien n'empêche d'aller chercher quelqu'un qui a effectué un stage dans l'entreprise en question avant l'entretien et de pouvoir lui poser les questions. Les stagiaires parlent. Hein. Quand les entreprises ne sont pas bien, hein, vous le savez, ils le disent. Quand elles sont bien, ils le disent aussi. Donc regardez ce qui se passe en termes d'avis sur certaines entreprises, c'est important. C'est ce qu'on appelle la marque employeur, entre guillemets. Donc les entreprises ont une bonne marque employeur, une mauvaise marque employeur. Et c'est très facile de le savoir. Vous pouvez mettre avis sur, ou avis, je sais pas, je ne vais pas donner de nom de société, j'en connais pas assez. Sur Monster, oh là là. Les gens sont ravis de travailler chez nous. Au contraire, vous savez, on utilise des technologies qui sont super intéressantes. Je fais une petite digression. On utilise des technologies Apache, libres, notamment Hadoop, NoSQL, etc. Donc on utilise pas mal de technologies intéressantes. On fait des recherches sémantiques et contextuelles. On est le seul moteur de recherche de ce type-là aujourd'hui sur le marché du recrutement RH. Donc on a des outils de Big Data RH. Sur la partie technologique, on est plutôt en avant. On a racheté dernièrement une société qui s'appelle Talentvin, qui permet de rechercher des profils sur les réseaux sociaux. Une autre société qui s'appelle Gozai, qui permet de diffuser des offres sur Twitter et de faire en sorte que tous les followers Twitter reçoivent les annonces des entreprises qui le suivent. Donc technologiquement, je vous avouerai, on est aux États-Unis à Cambridge, à Maynard, et maintenant à Weston, on a un centre de R&D. Pour ceux qui ont la chance d'y aller, c'est plutôt très intéressant. On n'est pas mauvais là-dessus. Ah Je ne sais pas si on cherche des stagiaires aux États-Unis, mais je pourrais revenir vers vous avec ça. En France, on cherche très peu de stagiaires, objectivement. Mais on a une des personnes aujourd'hui, on a quelqu'un qui s'appelle Jean Polisson, qui est notre VP Global Predictive Analytics et BI, qui est basé à Montréal, qui est francophone d'ailleurs, qui a étudié à Dauphine, et qui est un des spécialistes mondiaux du Big Data, notamment sur tout ce qui est Business Analytics. Je vous invite, si vous avez le temps, à aller regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. Lui donne régulièrement des conférences, il a été interrogé par le Financial Times dernièrement. C'est quelqu'un qui est vraiment une autorité là-dessus. Donc, lui donne des cours. Lui donne des cours. Mais pour la partie Big Data, effectivement, aujourd'hui, on ne cherche pas encore de stagiaires. Est-ce qu'il a un MOOC? Pas encore. Le plan de cours, je peux déjà vous adresser le plan de cours.
parce que objectivement il est très pris, mais je peux déjà vous adresser le plan de cours en fait qu'il a mis en place pour une business school au Canada qui s'appelle, j'oublie le nom, je crois que c'est John Nicholson, quelque chose comme ça, et Concordia qui est une grosse université au Québec. Mais je pourrais faire en sorte que vous ayez accès au moins au... je vous enverrai le lien qui présente ce cours. Est-ce que vous avez... Pardon? Jean-Paul Isson. I2SON. Oui. Monster recherche des stagiaires, officiellement, mais ça c'est un big data, du coup, en général en fait. En général, en France, on recherche assez peu de stagiaires et c'est plutôt sur la partie marketing. S'il n'y a plus de questions, je vais me permettre de vous parler très rapidement, si vous me permettez, d'un jeu. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Donc je vous ai dit que je m'occupe des relations écoles pour Monster. Et à partir du mois d'octobre, nous allons lancer un jeu qui s'appelle l'IT School Race, qui est à destination des personnes qui utilisent les technologies numériques, notamment PHP, Java, HTML5, C# et jQuery. Votre école va participer à ce jeu, et ce n'est pas une compétition entre écoles, c'est une compétition intra-école. Donc avec des tests d'adaptative testing, qui vont s'adapter à votre niveau, pouvoir déterminer votre niveau. L'idée, c'est de vous valoriser à travers ces tests. L'autre intérêt de ce jeu, c'est bien sûr des tirages au sort pour gagner des dotations, bon classique, mais on a créé une plateforme de stage inversé. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire ce test, il vous sera proposé de remplir une demande de stage, si vous le souhaitez. Cette demande de stage sera adressée à tous les sponsors de cette opération, avec votre test, votre demande, bien sûr, qui a été formulée, et votre CV que vous aurez attaché. Ensuite, on va faire ressortir entre 500 à 1000 étudiants pour une phase 2, qui sera une évaluation toujours en adaptative testing sur une technologie. Vous pourriez très bien passer votre premier test sur les 5, mais vous serez retenu sur une seule. L'idée, c'est effectivement de trouver les meilleurs. Là, vous serez confronté à tous les étudiants, et je ne dis pas à toutes les écoles, parce que ce n'est pas le but, hein. Chacun a sa méthode de formation, chacun fait comme il le souhaite pour former ses élèves. On n'est pas là pour juger, on est plutôt là pour faire ressortir certains talents. Ça va nous permettre, cette deuxième phase, de faire ressortir 150 personnes. Ces 150 personnes vont devoir répondre à un énoncé sur une technologie édicté par des sponsors qui vont mettre en avant leur manière d'utiliser la techno. Suite à ça, bien sûr, récompense, avec une cérémonie, avec des prix, plus ou moins beaux, mais donc 5 équipes gagnantes, parce que 5 technos, et vous travaillerez par groupe de 3, et le principe, c'est que vous ne serez pas de la même école, parce qu'on veut avoir une logique d'entreprise. Vous allez rencontrer des gens différents, échanger avec des gens différents, savoir-être, compétences, innovation, tout ce que vous êtes déjà. Donc ça arrive à partir du 20 octobre. Et l'IT School Race. Ouais, ça s'écrit comme IT. Voilà. Voilà, IT School Race. Autre chose, ma mission au sein de Monster, c'est de vous apporter des services concrets, comme aujourd'hui. Et puis de dérouler ensuite d'autres choses avec vous, notamment sur s'attarder plus à certains moments sur la partie entretien de recrutement, d'autres fois sur les CV. Donc il y a deux ateliers qui sont prévus par la suite avec votre service relations entreprises. On va, avec votre service relations entreprises, vous permettre d'avoir accès à des offres internationales, de stage international et de premier emploi à l'international avec le réseau Monster. Nous sommes aujourd'hui le site de recrutement leader. Nous avons beaucoup d'annonces sur des demandes de stage aux États-Unis, au UK, dans différents pays. Donc on souhaite que tous les étudiants des différentes écoles, notamment la vôtre, vous puissiez avoir accès à ça pour trouver des stages à l'international, puisque vos profils sont des profils qui sont aussi recherchés à l'international. Et notamment pour vos stages, ça peut être très intéressant. Donc on va amener ce genre de choses prochainement. Donc vous aurez des services concrets de notre part, parce qu'on veut effectivement vous aider à vous réaliser. Merci. Sur ce que vous venez de dire, c'est pas un peu trop tard pour nous pour trouver un stage, surtout à l'étranger, enfin, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Vous êtes en première année. Vous aurez d'autres années ici, j'espère. Bon, voilà. C'est-à-dire que je ne pouvais pas arriver tout de suite. Voilà. J'ai bien conscience que ça aurait été mieux d'arriver 2 mois avant.
voire 3, parce que vous allez chercher à l'étranger, voire même 4, en fait, pour être plus objectif. Mais on veut que dans le futur, vous puissiez avoir cette possibilité-là. On s'inscrit dans une démarche long terme et pas dans une démarche court terme. Voilà, vous allez trouver maintenant. On est vraiment dans une démarche de long terme, avec aussi, bien sûr, du contenu vidéo en anglais, sur comment, effectivement, rédiger son CV en anglais, parce que c'est totalement différent du CV en français. On fait une mini cover letter pour se présenter, et puis on est beaucoup plus factuel, on détaille vraiment les expériences. Et puis également, l'entretien de recrutement en anglais. Donc tout ça pour vous aider, bien sûr, à avoir des profils qui peuvent être soit France, soit internationaux. Merci. Alors, première question, juste savoir, est-ce qu'il faut une photo ou non sur un CV? J'étais pas là, je suis arrivé. Non, mais moi j'étais pas là quand j'étais là, je suis désolé. D'accord. Et deuxième question, sur l'entête que vous avez indiqué tout à l'heure, par exemple développeur en Java. Moi, personnellement, je ne sais pas dans quelle technologie partir. Est-ce que si je marque développeur ou développeur d'application, c'est trop large? Est-ce qu'il faut que je spécifie un peu plus? En fait, dans les projets, on est sur une techno en général ou sur plusieurs. Après avoir, à vous de voir. Mais si vous avez forcément une idée des projets que vous voulez rejoindre dans certaines structures, des technos qui sont employés. Donc si vous visez une entreprise en particulier, soyez précis. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, effectivement, vous soyez un petit peu plus large. Mais moi, je vous invite à être précis. C'est quand même beaucoup mieux pour qu'on puisse se transposer avec vous. Moi, j'ai une question, c'est... par exemple, nous, ici à 42, on fait plein de langages différents. On fait beaucoup de choses. Est-ce que sur un CV, on doit tout mettre? Ou ça fait trop? Ou peu de choses, moins de choses, mais pour prouver à l'entreprise qu'on est expérimenté dans ces choses-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait. Mais de l'autre côté. Est-ce que je dois montrer ma polyvalence ou non? Est-ce que c'est un intérêt pour l'entreprise? Est-ce que c'est un intérêt pour moi? Je vous laisse répondre à la question. C'est bien de montrer sa polyvalence, mais quand nous on fait énormément de choses, si on met tout, je pense qu'ils vont dire non, il ment le gars, ça fait trop. Non, non, parce que... Le problème, c'est qu'à Remix Job, on nous a dit qui sait tout faire, c'est rien faire. Donc on nous a conseillé de mettre vraiment une techno et celle qu'on voulait faire. Mais encore une fois, on n'est pas là pour spécialiser, on est en première année. Donc c'est un peu chiant. Voilà, mais on fait beaucoup de choses. Donc, Non, mais alors, c'est un bon conseil. Simplement pensez à une chose. Vous êtes surtout là pour apprendre à apprendre. D'accord? Pour acquérir une méthode. Donc, vous avez une méthode pour apprendre. Vous avez une méthode pour apprendre à utiliser certaines technologies. Il se trouve qu'en première année, vous en voyez beaucoup. Ok? Mais vous n'allez pas toutes les maîtriser de manière optimum. Ça, c'est une première chose. C'est comme quand sur un CV, vous allez mettre Pack Office, Word, Excel. Absolument inintéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous savez faire avec Word? Qu'est-ce que vous savez faire avec Excel? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, effectivement, vous pourriez tout mettre s'il y a un intérêt véritable, mais si vous pouvez être plus précis, c'est très intéressant. Si vous pouvez en plus le valoriser avec des projets. Okay, voilà, j'ai fait du C++ et j'ai tel projet. Oula, je vais tout casser avant de partir. J'ai fait du... je connais pas vos technos, hein, j'ai fait du PHP, j'ai fait telle chose. Vous montrez. On a fait plein de trucs. Oui, non, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, vous pouvez très bien mettre beaucoup de choses et le prouver. Ok, d'accord. Si vous pouvez prouver, c'est beaucoup mieux. Si vous ne prouvez pas, ça n'a pas d'intérêt. Ok. Par contre, je rejoins un petit peu cet avis de dire vaut mieux parce que je suis en première année et qu'on va dire mais c'est un truc de fou, comment il peut tout maîtriser? Pourquoi pas? Mais si vous prouvez, on saura. On saura. Après, n'oubliez pas les liens sur le CV. Si vous mettez, vous n'allez pas pouvoir prouver juste en le mettant. Donc mettez en exergue les liens qui permettent de voir vos réalisations dans ce cas-là. Ok, ouais. Ça a répondu à ma question. Alors attendez, faites-le passer de l'autre côté, je vais passer à monsieur. Donc en fait, j'avais une question par rapport à la double compétence. Quand on a déjà un passé derrière nous et qu'on essaye de travailler dans ce domaine-là, mais avec l'informatique en plus, comment ça se passe en fait pour vendre ça? Est-ce qu'on doit dire voilà, je veux travailler dans tel milieu avec l'informatique, ou je veux travailler dans l'informatique avec tel domaine de spécialisation derrière moi? Comment je dois... Est-ce que ça vous ennuie d'être précis? Pardon? Est-ce que ça vous ennuie d'être précis? Oui. En fait, si vous voulez, moi, à la base, j'ai une compétence dans le domaine médical, enfin dans le domaine du contrôle qualité en radiologie, en radioprotection aussi. Et dans ce domaine-là, on peut faire de l'informatique. Et il y a
En fait, ils essayent de se mettre dans l'informatique, de créer des logiciels qui n'existent pas encore. Et j'aimerais me mettre dans ce domaine-là, mais avec, enfin voilà, c'est très compliqué. Je sais pas en plus, comment le domaine est un domaine qui a besoin de la digitalisation, donc c'est vraiment très intéressant. Aussi, ouais. Moi, je pense que vous pouvez effectivement présenter les deux. Je pense pas que l'ordre importe, puisque finalement l'ordre c'est j'ai cette expérience, je connais ce domaine, en gros je suis capable de faire des audits sur cette partie-là et de réaliser des logiciels, ou du moins de travailler sur des logiciels qui vont permettre d'améliorer ce qui existe aujourd'hui. En gros c'est ça. Si vous le présentez comme ça, je pense que ça va. C'est très intéressant et il faut le valoriser, surtout si vous voulez l'utiliser. D'accord, ok, ça marche. Merci. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à... Bon, il me regarde pas, c'est pas grave. Par rapport à toutes les technos qu'on a étudiées, l'idée c'est vraiment d'adapter son CV à l'entreprise dans laquelle on veut rentrer. C'est-à-dire si elle fait du PHP, tu vas mettre PHP. Et à la limite, si tu as la possibilité de faire du C, du C++, du C# à l'intérieur, très bien, tu la saisis et tu apprends. Mais l'idée, c'est vraiment de rentrer d'abord dans l'entreprise, faire ton stage. Donc si tu te demandes PHP, tu mets PHP et tous les autres trucs, tu les mets entre parenthèses derrière. Voilà. T'en fous. Mais le truc, c'est que je comprends, on n'a pas fait 20 000 projets en PHP. On a fait plus de projets en C, donc dans ton CV, quand tu vas mettre tes différents projets que tu as réalisés, tu peux pas remplir le truc de projet PHP, parce qu'on n'en a pas fait 30 000, tu vois. Dans mon CV, j'ai plus de projets en C que de projets en PHP à présenter, tu vois. C'est dans... Alors, et c'est normal, puisque c'est avec le C qu'on commence, n'est-ce pas? Donc, tout ça pour dire que, bien sûr, on pourrait en mettre... Faut pas oublier qu'on n'a pas tous les mêmes vies, les mêmes expériences. D'accord? Ça, c'est un point fondamental. Il se peut que vous commenciez véritablement, que Anatole en ait déjà fait, que monsieur ait déjà fait d'autres langages. Après, c'est à vous de juger, c'est intéressant ce qu'il disait Anatole, c'est à vous de juger si vous devez personnaliser ou pas pour obtenir le poste, si ça vous semble pertinent, et c'est à vous surtout de valoriser. Gardez cette notion en tête. Valoriser. Si j'ai fait d'autres langages, il faut que je puisse le prouver. Mais je parlais pour si on veut pas changer de CV, enfin c'est peut-être con, mais si on veut faire un CV, et on peut tout mettre directement, comme vous avez dit tout à l'heure, on ne va pas mettre PHP spécialisé pour une entreprise, une autre on va dire on va valoriser plus le C, etc. etc. C'est quoi votre objectif? Montrer mes compétences. Non, c'est quoi votre objectif? Ouais, c'est être embauché. D'accord. Est-ce que pour être embauché, vous allez faire des compromis? Non. Enfin, si peut-être. Enfin, des contrôles, je sais pas comment vous voyez ça comme contrôle. Non, mais quand je veux dire compromis, c'est-à-dire que si sur votre CV vous devez l'adapter en mettant en avant plus une techno que vous maîtrisez plutôt qu'une autre, est-ce que vous le feriez ou pas? Oui, oui. Non, mais voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est-à-dire que tout ça n'a d'intérêt que si votre but il est clair. C'est pour vous montrer vos compétences, vous les montrer à tout le monde sans problème. D'accord? Maintenant, c'est pour être embauché, il va falloir faire certains compromis et c'est pas, comment on pourrait dire, c'est pas se dénaturer. C'est pas se mentir, c'est juste que, par moment, il faut savoir faire le compromis. Exemple, et n'y voyez aucune... quand vous rencontrez une jeune fille ou un jeune homme, vous n'allez pas lui montrer tout de suite tout ce que vous savez ou tout ce que vous savez faire. Et vous n'allez pas la demander en mariage tout de suite. Sinon, il y a de fortes chances, ou lui, qu'il s'en aille. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je pense que c'est le meilleur exemple. 42, ça dépend. C'est quoi 42, ça dépend? Oui, 42, oui, c'est la réponse à tout. Oui, le guide intergalactique, bien sûr. Mais bon. Est-ce que... Merci. Je voulais savoir, par rapport aux compétences qu'on vise à acquérir ou qu'on est en train d'acquérir, comment est-ce qu'on les met en valeur justement dans le CV? Alors, je pense que quand vous êtes en acquisition de compétences, il est dur de les valoriser puisque vous ne maîtrisez pas l'ensemble. D'accord? Et je vais revenir sur une notion, c'est la notion de preuve. De preuve. Si vous êtes en acquisition de compétences, mais que vous pouvez déjà montrer des réalisations ou des projets dans ces compétences, vous pouvez peut-être les mettre en avant avec des liens qui montrent ces projets. D'accord? Maintenant, si ces compétences sont déjà acquises, ça reste la même chose, mais globalement, on sait vous situer, on sait que vous êtes en première année, on sait que vous commencez, donc on ne va pas non plus attendre de vous des choses incroyables. Le recruteur, c'est votre allié. Il ne vous a pas choisi pour vous mettre en difficulté de manière incroyable. Il est là aussi pour... Le stage, c'est une période de formation. C'est aussi une période de formation, il ne faut pas l'oublier. Donc n'ayez pas peur de ça.
moi, j'ai fait plusieurs entretiens et certaines startups, du moins, ils ont dit que, en gros, si on n'avait pas les skills qu'ils demandaient, et enfin, ils n'ont pas encore compris que le concept du stage, qu'on était là pour apprendre, en fait. Ils veulent vraiment qu'on ait déjà des compétences, de très bonnes compétences pour pouvoir rentrer dans leur startup. Du coup, c'est... Voilà, mais pourtant, enfin, c'est un peu idiot qu'on est là vraiment pour apprendre grâce à eux, et ils nous recalent tout simplement à cause de ça, alors qu'ils savent très bien qu'on est en première année, quoi. Donc, comment faire du coup à ce moment-là? À l'entretien, oui. Ils nous reçoivent comme un entretien. Ensuite, c'est un peu à toi de te vendre, c'est-à-dire si tu as vraiment trouvé le stage que tu as envie de suivre, dans lequel tu veux, dans la boîte dans laquelle tu veux être intégré, c'est un peu à toi aussi de faire l'effort. C'est un peu le cas pour moi, c'est-à-dire que j'ai une opportunité de stage, c'est du développement Android, on n'en fait pas ici. On m'a dit clairement, voilà, si jamais tu es pris, tu vas avoir une grosse charge sur l'application à développer. Donc on m'a dit, voilà, faut que tu puisses développer en autonomie et ça implique en effet de savoir développer dans cette technologie. Donc moi j'ai dit, ok, le deal, c'est que j'essaie de me mettre le plus à niveau pour pas ralentir le process et donc voilà, faut se vendre. T'essaies d'adapter, enfin, le temps qu'il te reste en fait avant le stage, tu essaies d'apprendre au moins les skills pour avoir de bonnes bases. C'est ce que j'ai dit, mais bon, mine de rien, ça n'a pas fait tilt dans la tête, quoi. Ensuite, faut savoir se vendre. Est-ce que vous pouvez faire tourner à mademoiselle? Il y a des personnes qui ne vont pas parler vu qu'on est en petit nombre, profitez-en parce qu'on va partir dans pas longtemps. Oui, en fait, pour revenir sur ce que tu as dit, tu vas t'en prendre plein des comme ça. Enfin, si tu viens en entretien, parce que ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je te le dis. La première des choses, moi j'étais arrivée à l'époque où je cherchais des stages et tout ça, et j'ai dit bonjour, je voudrais apprendre. Ils m'ont dit non, ici on produit. Donc voilà, tu es là pour produire, tu n'es pas là pour... Enfin, si tu vas apprendre dans le cadre de ton stage, mais si tu arrives, en disant bonjour, j'ai envie d'apprendre, bah, retourne à l'école. Enfin, c'est ce qu'on va te dire en fait. Donc, vends-toi. Enfin, ne le dis pas comme ça. Alors que tu n'as pas les skills. Tu vas pas te vendre. Tu vas dire ouais, je sais faire du iOS, non, l'Android. Alors que de toute façon, dans le milieu informatique, ils savent très bien que déjà les technologies elles évoluent. Enfin voilà. Donc ça sera à toi de te mettre à jour soit même pendant. T'inquiète pas, enfin moi j'en ai déjà vu autour de moi qui ont trouvé enfin pas ici à 42 mais ailleurs, qui ont trouvé des stages dans le milieu informatique et tout ça, et voilà, ils ont trouvé un stage mais ils connaissaient rien de la technologie, clairement, vraiment. Mais on les a pris. Ah il pleut. Donc voilà, non mais c'est juste vends-toi quand tu viens. Non mais c'est valable même. Enfin je dis ça par expérience. Enfin je me suis pris des coups donc que ça serve à tout le monde. Quand tu viens en entretien, ne venez pas l'air candide. Bonjour, j'ai envie d'apprendre. Venez en vendant un truc. Tu dis pas je sais pas. Excuse-moi, tu dis pas je sais pas. Tu dis je ne sais pas encore, mais je suis prêt à apprendre. Enfin, ce genre de choses. Ne te ferme pas, ne montre pas que tu es... Je dis pas que j'étais fermé, mais même, pas seulement les entretiens, mais même dans les offres de stage qu'on a, ils demandent d'être bon en iOS, Android et tout le tralala. J'ai postulé parce que voilà, ce monde m'intéresse énormément, mais sous prétexte que j'ai pas les skills, ils m'ont dit non. Désolé. C'est des choses qui peuvent arriver, mais te ferme pas. Enfin, te ferme pas de porte. Enfin voilà, c'est des choses. Il y en a qui sont plus ouverts que d'autres, mais moi je sais que j'en ai vu autour de moi qui ont trouvé des stages alors qu'ils connaissaient pas forcément la technologie. Donc t'inquiète pas, ça voilà. Moi je trouve personnellement qu'en fait il y a un écart en fait entre deux styles de boîtes. Il y a par exemple, comme on nous dit, voilà, vous savez pas faire la technologie, vous y allez quand même et vous dites que vous savez apprendre, que vous avez fait des formations accélérées, que vous êtes à 42, c'est pour apprendre, etc. Comme on nous dit par exemple le staff, le directeur de l'école, etc. Donc oui, ça c'est vrai. Et a priori, bon, ça marche parce qu'il y a des personnes qui trouvent des stages, donc pas de problème. Mais de l'autre côté, tu as les petites startups qui vont te dire non, moi, soit t'es bon et tu sais faire, sinon je t'apprends pas. Quoi. Donc ouais, voilà. Et après, il y a aussi les grosses boîtes qui peuvent pas parce qu'au final, ça fait perdre du temps à un employé, ça crée une dette de code, comme on nous a expliqué. Donc voilà quoi. En gros, on a deux types de structures et on ne sait pas trop comment se retrouver. Okay. C'est connexe à votre question de tout à l'heure. Moi, ce que je peux vous dire, les stagiaires sont recherchés. Ça, c'est une vérité. On est tous d'accord là-dessus. Après, à vous, lorsque vous êtes
dans la recherche du stage, et pourquoi pas dans l'entretien avec certaines structures, de comprendre si ces structures ont la capacité de véritablement vous accueillir, parce que accueillir un stagiaire, c'est pas juste le mettre en production. Il y a pas mal de choses quand même qui rentrent en ligne de compte, c'est qu'il faut qu'on vous encadre un minimum. Alors on va vous dire oui, mais j'ai pas le temps, machin, etc. Mais vous, quand vous choisissez votre stage, vous avez besoin quand même d'un minimum de cadre pour pouvoir fonctionner. Donc j'entends bien et je comprends ce marché, simplement, vous avez cette capacité de choix. Et est-ce que c'est pas plus mal qu'on vous ait dit non pour que vous puissiez trouver entre guillemets un meilleur stage où vous serez plus à l'aise? Parce que des stages, globalement, surtout dans la partie IT, il y en a quand même pas mal. Hein. Mais je comprends cette dualité, je comprends que vous soyez un petit peu, on va dire, déçu par les échanges que vous pouvez avoir avec certaines structures. Mais effectivement, il ne faut pas oublier qu'économiquement, pour beaucoup, le stagiaire, c'est plus intéressant qu'un salarié aussi. C'est triste à dire, mais ça peut aussi des fois être ça. Et puis aussi, il y a la notion de temps. Le temps d'une entreprise n'est pas le même que celui de l'école, et inversement. Donc, par moment, on va vous demander effectivement de faire un compromis. À vous de percevoir si ce compromis, il est acceptable ou pas. Et comme le disait mademoiselle, hein, restez positif, parce que des coups, vous en prendrez, vous en avez déjà pris, sûrement d'ailleurs, et c'est pas fini. C'est pas fini, mais restez positif, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de choses positives que de choses négatives dans tout ça. Je vais clôturer, si tout le monde... Pas une question surprise, une question ascenseur, comme on dit souvent. Ah. Ah. J'ai rien. Je reviendrai, je promets, je reviendrai. Merci, franchement, merci. Bon, merci à vous, c'est très très intéressant. Au revoir.